Vous avez toujours voulu avoir un métier indépendant. Oui. Et j'aimerais que vous expliquiez en quoi vous estimez qu'il est nécessaire pour un homme qui écrit d'avoir un métier qui lui permet d'être libre. Bon, alors n'est-ce pas? Moi, j'ai toujours eu un métier parce que je ne savais pas où j'allais, n'est-ce pas? Hein? Bon. Et puis alors, je le conseille maintenant parce que c'est la seule façon d'être libre. Supposez par exemple que plus tard, quand par exemple j'ai été obligé de donner ma démission à la Nouvelle Revue Française à propos de Jules Romain et l'effarouchement de Jacques Rivière, oui. Si je n'avais pas eu un métier. Oui, vous seriez trouvé dans une situation difficile. Voilà. Mais c'est aussi pour avoir votre indépendance, non seulement matérielle, mais morale. Oui. Votre indépendance totale. Pouvoir écrire ce que vous avez envie d'écrire au moment où vous voulez l'écrire. Oui. Oui. Et quoi qu'au Mercure, ça n'a jamais joué parce que je vous dis, Valette était un homme exceptionnel. Oui, qui laissait la plus grande liberté à ses collaborateurs. Oui. Je vous ai dit, Immémorial, à sa publication, a provoqué 45 désabonnements, et Valette a dit, cela se désabonne, d'autres s'abonneront. Il avait raison. Oui. Voilà donc en 1895, possesseur d'un métier, vous étiez clerc d'avoué, et en même temps, vous écrivez ce que vous avez envie d'écrire comme vous voulez l'écrire. Et vous êtes introduit au Mercure de France par l'intermédiaire de Lugné-Pau, qui vous a présenté dans une lettre à Alfred Valette, et Alfred Valette a accueilli vos vers. Oui. Vous voilà donc au Mercure de France. Et j'aimerais que vous nous disiez ce que représentait à cette époque le Mercure de France. Pour moi, écoutez, je ne me rappelle pas s'il y avait d'autres revues à cette époque-là. Oui, il y avait d'autres revues. Il y avait la Revue Blanche, il y avait la Plume. Oui. Il y avait le Centaure. Oh, le Centaure était une revue de luxe. Oui, mais une revue privée. Une revue dans laquelle écrivait Pierre-Louis, André Gide. Oui, mais ça, c'était une revue d'amis en rédaction limitée. Fermée, oui. Le Mercure de France, à cette époque, était certainement une espèce de phare de la pensée. Oui. N'est-ce pas? À l'œuvre, je voyais les gens du Mercure. Au théâtre de l'œuvre. Oui, au théâtre de l'œuvre, en représentation de l'œuvre. J'ai vu là Arachide, Valette, Saint-Paul Roux, Stuart Merrill, Régnier. Alors, c'est pas... Voilà, il y avait un milieu, je me suis dit, je vais là. Oui, c'était le milieu où se faisait la pensée, et c'est là que, automatiquement, vous vous êtes dirigé. Oui, la pensée, il ne faut pas employer les mots comme ça, n'est-ce pas Non, où se faisait l'opinion, si vous préférez. Mais non, il y avait tout de même une opinion. Il y avait un milieu d'écrivains, voilà. Oui, mais c'est ce milieu d'écrivains qui créait une opinion. Oui. Et cette opinion vous intéressait, c'est pourquoi vous alliez vers elle. Oui, puis il y avait Gourmont. Il y avait Gourmont, Rachilde, oui. Et il y avait Régnier, qui aussi était une personnalité du Mercure à ce moment-là. Oui. J'aimerais savoir quelle était la position du Mercure pendant l'affaire Dreyfus. C'est surtout Gourmont qui en a parlé. Gourmont était... Mais Alfred Valette n'avait pas une ligne... Ah, lui, il était Dreyfusard. Mais est-ce que il semble que le Mercure de France ait dû être pour Dreyfus, en vertu alors, de son libéralisme. Il y avait un homme qui exprimait les opinions dans le Mercure, c'était Gourmont. Et Gourmont a toujours dit, les deux côtés sont aussi méprisables l'un que l'autre. Les deux côtés, quand on est Dreyfus, pour ou contre Dreyfus. Ils se valent. Et vous-même, il a publié un épilogue sur Zola qui était, vous savez... Oui, qui était très dur. Oui. C'est extrêmement dur. Pour Zola, qui pourtant avait pris le parti de la victime. Oui, et enfin, même sur la vie privée de Zola, il parlait qu'il avait épousé sa cuisinière. Je trouve même qu'il avait exagéré, parce que la position de Zola, à ce moment-là, était très généreuse. Oui, il était comme ça. Oui, il était comme ça. Et je crois qu'Alfred Valette demandait à ses collaborateurs que de se conformer à leurs opinions et de ne s'engager qu'eux-mêmes. C'est-à-dire que le Mercure patronnait les différents engagements sans que... Quelle était votre façon de juger les faits, vous, pendant l'affaire Dreyfus? Moi, je suis le jour des Fusards au suicide du colonel Henry. Vous ne l'étiez pas au début? Non. Vous nous en occupiez peut-être pas. C'est au moment où les faits sont devenus plus virulents. Vous avez été obligé de prendre une position. Je crois qu'à l'époque, on ne pouvait pas y échapper. Il fallait être pour ou contre. Et puis alors, je me suis dit, c'est suspect. Pourquoi s'est-il tué, cet homme? Mais vous n'avez obéi qu'à une raison, en somme, presque psychologique. Ça n'a pas été chez vous un instinct d'être plutôt en faveur de Dreyfus, un instinct d'humanitarisme, non? Non. Vous n'aviez pas l'impression qu'il était opprimé? À ce moment-là, les intellectuels étaient plutôt
enfin les intellectuels dits avancés étaient plutôt pour Dreyfus. Oui. Et vous n'avez pas de souvenir de réunions Vous publiques savez que auxquelles vous avez... je l'ai écrit, c'est une grave faute que d'appliquer le mot intellectuel à des gens. Alors, voulez-vous m'expliquer pourquoi Intellectuel est un adjectif, il n'est pas un nom. Oui, mais c'est un adjectif plus exactement qui est devenu un nom, comme beaucoup d'autres. C'est une faute de français. C'est la façon d'évoluer des langues, de tout transformer les adjectifs en noms. Dites-vous un domestique ou non? Oui, vous le dites. Eh bien, c'est pourtant un adjectif. On disait autrefois un serviteur domestique et on dit aujourd'hui un domestique. Que dites-vous? Un étudiant? Ou est-ce que vous le dites? Oui. Eh bien, c'est ça, c'est un homme étudiant, c'est un adjectif, un participe qui a été transformé peu à peu en un nom. C'est pourquoi je défends mon point de vue pour intellectuel. Et alors, je vous demandais si dans certains milieux, vous n'aviez pas assisté à des discussions, des polémiques au moment de l'affaire Dreyfus. Ah oui. Et n'avez-vous pas assisté à des réunions politiques? Non, jamais. Vous ne vous intéressiez absolument pas à la politique? Non, pas du tout. Elle vous laissait indifférent? Je me rappelle que, voyons, un jour, j'étais au coin de la rue, il venait de se passer un fait sensationnel dans l'affaire Dreyfus. Je crois que il venait d'être acquitté, n'est-ce pas? Oui, mais c'est beaucoup plus tard, ça. L'acquittement, non, sa peine a été diminuée par le tribunal de Rennes. Oui, mais il y a un jour où il a été... une révision en 99. Oui, il y a un jour où il a été acquitté. Oui, vers 1906. Et alors, je me rappelle que ce jour-là, je ne sais pas qu'est-ce que j'allais faire par là, j'étais au coin de la rue de Rouault et du boulevard Montmartre. Et alors, les journaux publiaient l'acquittement, n'est-ce pas? Et je me rappelle qu'il y avait un homme qui dit « acquitté !» Je lui dis « mais, monsieur, et pourquoi pas ?» Voilà. Donc ça vous a fait plaisir à ce moment-là. Oui. Vous étiez devenu de plus en plus... Vous connaissez la manifestation de Valéry et de moi, la libre parole? Non. Oh. Non, je sais que les opinions de Valéry n'étaient pas en conformité avec les vôtres. Ça doit être à l'époque du suicide du colonel Henry. Je vous dirais, à cette époque-là, tous les soirs, Valéry, on se retrouvait et on circulait dans Paris sur les impériales d'omnibus en prenant des correspondances. Enfin, on rentrait à 1h du matin. Bon. Alors, un jour, Valéry me dit, moi, je vais porter ma souscription à la libre parole pour le monument Henry. Bon. Alors, on va tous les deux à la libre parole. Alors, Valéry donne 100 sous et alors, on pouvait mettre un petit mot. Paul Valéry. Non sans réflexion, sans sous. Alors, moi, je mets Léoto. Pour l'ordre, contre la justice et la vérité. Et je dis au type, et je donne 2 francs. Et je dis au type qui recevait, je dis, n'est-ce pas, on me sera bien conforme. Il me dit, mais certainement, monsieur. Bon. Et le lendemain matin, quand j'ouvre la libre parole, je vois, pour l'ordre, la justice et la vérité. On avait supprimé les contre. Le contre. Alors j'envoie une lettre recommandée à la libre parole. Je suis regrettant. Que vous repreniez vos 2 francs, non? Ah non, j'ai écrit une lettre. On m'avait dit qu'on n'en a jamais tenu compte de cette lettre. Mais Pierre Quillard a publié un ouvrage sur toutes les souscriptions de la libre parole. C'est divisé par genre de lettres avocats. Et alors, il a reproduit ma lettre recommandée. Voilà. Vous étiez le seul à avoir fait une souscription, agrémentée d'une souscription de ce genre. Oui, pour l'ordre. Oui, j'ai bien compris. Contre la justice et la vérité. Voilà. Ce qui me montre très bien comment j'étais. Oui, évidemment. Mais ils ont tout de même accepté vos 2 francs. Ils auraient dû simplement vous renvoyer votre argent et le mettre dans le journal. Vous savez, c'était un petit peu, enfin, une paraphrase du mot de Goethe qui disait « J'aime mieux une injustice qu'un désordre ». Lorsque l'affaire Dreyfus battait son plein, et que par force, vous étiez mêlé au conflit de l'opinion, je crois que vos préoccupations intellectuelles, vous voyez, j'emploie maintenant le mot intellectuel comme adjectif, c'est-à-dire comme vous aimez qu'on l'emploie, je crois que vos préoccupations intellectuelles, après vos occupations professionnelles, vous accaparaient beaucoup plus que les avatars de la justice militaire et humaine. Oui. N'étiez-vous pas alors, nous sommes en 1898, en train de préparer un ouvrage en collaboration avec Van Bever? Je préparais les poètes d'aujourd'hui. Oui. Et qui avait eu le premier l'idée de ce livre? C'est Van Bever qui a eu l'idée. Et alors, comme Van Bever
savait un petit peu ce qu'on pensait de lui au Mercure comme esprit brouillon, n'est-ce pas? Il m'a dit, eh bien, présente le projet à Valette. Alors c'est moi qui ai présenté le projet à Valette. Alors ça a marché. Alfred Valette a dû accueillir ce projet avec beaucoup de sympathie. Oui, il a trouvé. Du reste, c'était une idée merveilleuse. Oui, parce qu'à ce moment-là... Bambevert a toujours eu des idées extraordinaires. Oui, c'était une idée très opportune. Il n'y avait jusqu'à présent sur la littérature symboliste que les livres des masques de Gourmand. Oui. Et il n'y avait qui n'étaient pas des échantillons. Non, et puis les prosateurs y étaient représentés également, et il n'y avait que de tout petits textes qui illustraient les dires de Gourmand. Donc, il a eu aussi l'idée de les mettre du livre, vous savez, qui a été un très grand succès. Malheureusement, c'est plein de fautes. Oui, je crois qu'il n'était pas très attentif. C'est plein de fautes. Ainsi, il a mis Chamfort dans la collection des maîtres du livre. Eh ben, ça débute par une anecdote qui est racontée à l'envers. Oui, c'est plutôt fâcheux. Voilà. Alors, il vous avait pris en somme pour proposer ce projet pour le patronner. C'est ça. Et à cette époque-là, la mode n'était pas encore aux anthologies. Non. C'était donc une idée nouvelle. Oui, on appelait ça d'ailleurs, je crois, plutôt des florilèges à l'époque. Oui. Ou des recueils. Et c'est vous qui avez eu l'idée du mot anthologie ou c'est Bambevert? Le mot lui-même. Il y a une préface où on dit que ce n'est pas une anthologie. Oui, vous dites que c'est un choix. Oui, vous dites que c'est un différent. L'anthologie est une chose, qui ne peut se faire, si vous voulez, que très tard, parce que quand le temps a passé dessus et qu'on peut être sûr de son choix, là, ce n'était qu'un choix. Vous appelez ça morceau choisi? Morceau choisi. Oui, morceau choisi. Tout le monde a dit anthologie. Mais du reste, j'ai publié un long article dans le Mercure pour encore confirmer ça. Oui, et justifier le choix du titre. Oui. Il fallait en somme cristalliser une tendance, n'est-ce pas, réunir les meilleures manifestations poétiques d'une époque. Oui. Et je suis assez étonné tout de même que vous ayez consenti à vous lancer dans cette entreprise, car déjà à cette époque, vous aviez dépassé le stade de ce que j'appelle l'engouement pour la poésie. Vous y croyiez moins, certainement. Oui. Et vous n'écriviez plus de vers. Oui. Mais comment se fait-il que vous ayez en somme contribué... dans l'ouvrage de librairie. Oui, uniquement. Peut-être au contraire, jugiez-vous que le fait de ne plus écrire était favorable? Non. De ne plus écrire de vers? Ne compliquez pas les choses. C'est un ouvrage de librairie. Oui. Mais enfin, qu'est-ce qui vous a incité à l'entreprendre? Tout de même, c'était... Mais Bambevert a l'idée. Oui. Bon. Alors, tout de même, c'était intéressant au point de vue matériel. Alors, quand Valette a trouvé ça très bien, ça servait à sa maison. Évidemment. Et au fond, il n'y a qu'un volume qui réponde vraiment à son titre, c'est le premier volume. Oui. Le reste. Mais je vous ai posé cette question sur ce qui vous avait incité à participer à cet ouvrage, parce que dans votre journal à cette époque, vous avez écrit deux phrases qui m'ont laissé un peu songeur. Vous proposez comme épigraphe à cet ouvrage de poésie deux textes que voici. L'un est de Renan, les poètes, ce sont des enfants qui se sucent le pouce. Ouais. Et la deuxième épigraphe est de Stendhal, l'Alexandrin est un cache-sottise. Ouais. Alors, je vois dans votre journal que vous écrivez cela, que d'autre part, vous commencez un guide de la poésie en faisant en somme un grand honneur à la poésie, en lui rendant hommage. Ouais. Alors, j'ose y voir une contradiction. Non, mais moi, si j'avais été le maître, je leur ai mis ces épigraphes-là. Oui, ça aurait comporté plus de fantaisie, peut-être. Je leur ai mis sur la couverture. Mais pour composer un ouvrage de ce genre, il faut s'entendre extrêmement bien avec celui avec qui l'on collabore. Ah oui, mais ça, nous n'avons jamais eu de discussion. Oui, mais vous pouviez ne pas avoir de discussion sur le plan amical, mais sur le plan littéraire, il fallait que vos goûts soient concordants. Plus tard, il a voulu mettre des gens, je n'ai pas pu m'en empêcher. Il a mis par exemple un lieutenant-colonel Drouin. Oui, Drouin. J'ai eu une chicane un jour avec Julien Quin, n'est-ce pas? Je déjeunais chez Benjamin Crémieux dans les premiers mois de 40, n'est-ce pas? Alors, Julien Quin, l'administrateur nationale, me prend à partie pour certains mauvais poètes qu'il y a dans les poètes d'aujourd'hui. Je lui dis, mais écoutez, je n'étais pas seul, j'avais un collaborateur. Il me dit, trois fois de suite, il me dit, ça ne fait rien, il n'y a pas de chrono sur l'ouvrage, n'est-ce pas, vous en êtes responsable. Et vous avez mis de mauvais poètes. Et je lui ai dit, et vous n'avez jamais rien signé que vous n'ayez pas écrit? Et il a dit, est-il mauvais? Mais je voudrais savoir comment fut désigné celui dont le nom a figuré en premier sur la couverture.
C'est une petite question, mais enfin qui a une importance entre deux auteurs. Ouais. Eh bien, je l'ai raconté dans les biographies que j'ai publiées. Nous avons joué à pile ou face. Oui, parce que vous aviez le même âge à peu près que... Oui. que Nous avons joué à pile ou face et le sort a été pour lui. Oui. Et c'était justice. Ah, c'était justice, le sort, ça ne Ah pas à non, la c'était justice. justice, c'était lui qui avait eu l'idée. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si à sa place, j'aurais accepté De jouer à pile ou face. qu'on jouait à pile ou face, j'aurais dit, mais mon cher, écoutez, c'est toi qui l'as fait recevoir bien entendu, mais on fait l'idée de moi. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas dit, eh bien, mets ton nom avant le mien? C'était plus simple. Ben oui, Vous auriez dit le geste. bon. Enfin, vous n'aviez pas été insensible tout de même à ce moment-là au petit Ouais. désir peut-être de Bon, figurer bon, en premier. ouais. Et comment vous êtes-vous réparti la tâche? Oh, ben, il a pris quelques poètes pour lui et moi quelques poètes pour moi. Et pour chaque poète, vous vous chargiez de tout, parce Ouais. qu'il y avait la notice, Ouais. la bibliographie Ouais. et l'iconographie. Oui. Et il y avait les vivants, il y avait ceux qui étaient les absents de Paris, et il y avait les morts. Alors vous procédiez de trois façons, évidemment, pour ceux qui habitaient Paris. Est-ce que vous aviez des entretiens personnels Non, avec non, eux? jamais rien. Oui, il avait fait partie du Parnasse au Mais début, oui. seulement ensuite Ouais. il avait tout de même été un des chefs Ouais. de l'école symboliste. Ouais. Il est même très curieux qu'un homme comme Verlaine, qui a été traité de poète décadent, n'est-ce pas? C'est très curieux comme la langue est parfaite chez Verlaine. Oui, mais le mot décadent était employé dans un sens Oui. qui ne correspondait pas Mais au sens... vraiment, vous savez, c'est même surprenant. Moi, je suis émerveillé de la pureté de la langue de Verlaine. Malgré... Il y avait 34 poètes dans la première ouais. édition. Et j'aimerais qu'on les passe un petit peu en revue, si vous le permettez aussi. Et je vais dire quels étaient ces 34 poètes, car c'est important de savoir à cette époque ce qui représentait la poésie française. Barbus, Bataille, Corbière, Barbus. Fontenas, Paul Fort, René Guil, Fernand Gregg, Charles Guérin, Ferdinand Hérold, Francis Jammes, Gustave Kahn, Laforgue, Lataillède, Pierre Louis, Maeterlinck, Maurice Magre, Mallarmé, Mauclerc, Stuart Merrill, Ephraim Michael, Montesquieu, Moréas, Quillard, Régnier, Reté, Rimbaud, Rodenbach, Samin, Signoret, Taillade, Valéry, Verhaeren, Verlaine et Viellé-Griffin. J'ai noté tous les poètes que vous avez présentés. Il y en avait 34, vous en avez présenté 17. Je présume que c'était ceux qui vous intéressaient le plus. Il y avait tout d'abord Barbus, et quand j'ai prononcé ce mot, vous avez poussé un soupir d'un air de dire non, ça ne valait pas la peine. Non, vraiment, n'est-ce pas? Il n'entra pas dans les potes d'aujourd'hui, c'est un pur parnassien, n'est-ce pas? Il n'y a rien du mouvement D'ailleurs, il n'a écrit symboliste. qu'un très court recueil de poèmes, Les Pleureuses. Oui. Et maintenant, nous passons à Bataille. Vous exprimez une certaine réticence pour son talent qui vous paraît assez déliquescent, justement. Ouais. Quoi qu'il y avait de jolies choses sur le banc vert ou Mais je crois que, oui, à cette époque-là, malgré ses réticences, enfin, qui étaient surtout motivées, je crois, par son théâtre, vous... Non, c'est que je crois, n'est-ce pas, qu'on... enfin, il y avait une certaine opinion répandue qu'il avait imité Jammes. Ah, oui, Ouais. c'était dans ce livre, La Chambre Blanche. Oui. Qui avait Alors, avait n'est-ce pas, préfacé Marcel Schwab. Bataille se défendait en disant que la Chambre Blanche avait été écrite bien avant que parut des vers de Jammes. Quelques mois avant. Oui. Alors, n'est-ce pas? Il y a très jolies choses dans la Chambre Blanche. Oui. Je ne pensais pas que vous étiez sensible à ce genre de poésie, Ouais. assez rustique, cette poésie du passé, les chambres closes et les vieux greniers. Et est-ce que les drames de Bataille vous touchaient? Non. Non. Non, j'ai toujours trouvé que c'était une honte. Pourquoi une honte? Oh, c'est un théâtre. Ce sont ces pièces dont j'ai écrit dans les chroniques dramatiques, ce sont les pièces qu'on avait rôle. Vous étiez tout de même un peu dur, elles n'étaient pas si malades que ça. Enfin, elles n'ont pas tenu le coup très bien, puisque maintenant, évidemment, elles sont assez démodées. Après Bataille vient René Guil. Non, oui. Et vous avez l'air de le prendre très au sérieux dans votre notice. Ouais. Mais vous laissez plutôt la parole à d'autres critiques. Ah ouais. Vous commentez peu. Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Oh, non, pas sérieux du tout. Pour moi, sérieux. Ça doit être archi-mort, tout ça. Non, ce n'est pas mort comme un fait historique dans l'histoire de la littérature. Ça a été un essai, l'instrumentisme, qui a tout de même prouvé
une tentative assez intéressante, Ou, enfin, de recherche verbale, scientifique presque. Tout ça, ce sont des mots qui ne vont pas avec le mot poésie. Mais en somme, si vous faisiez une réédition à l'heure actuelle, vous supprimeriez René Guil, peut-être. Et cependant, ce ne serait pas juste, puisque à l'époque, il était une personnalité. Oui. Après René Guil vient un autre personnage, c'est Fernand Gregg. Ah, oui. Fernand Gregg, vous avez dû le rencontrer souvent. Ouais. Vous n'avez pas sur lui quelques souvenirs? Ah, j'ai le souvenir de la façon dont il a acquis sa réputation. Je l'ai mis dans la notice, du reste. Oui, mais pourriez-vous nous le rappeler? Eh bien, n'est-ce pas? Gregg publie, je crois, dans la rue de Paris, Un la article. tristesse des menuets fait chanter mes désirs muets, je pleure en écoutant cette voix qui vient de si loin d'autrefois et qui pleure. Alors, à quelque temps de là, Gaston Deschamps, qui était critique au Temps, écrit et publie une étude sur Verlaine. Il se trouve dans la rue de Paris, et il dit, tenez, regardez, voici par exemple un poème de Verlaine. Et alors, vous comprenez que Gregg, quand il a vu ça, il a réclamé, il dit, je suis désolé. Il a revendiqué la paternité. Monsieur Gaston Deschamps, mais le poème qu'il a cité n'est pas de Verlaine, il est de moi. Alors, il a acquis du jour au lendemain une réputation étonnante. Voilà. Alors, je me rappelle qu'un jour, il est venu au Mercure quand les volumes m'a paru, et je lui dis, enfin, tout de même, écoutez, n'est-ce pas, vous avez tout de même de la chance, regardez, avec ce poème, enfin, et puis vous êtes dans les poètes d'aujourd'hui, tout ça. Alors, il m'a dit, vous savez, Léopold, que je comprends très bien l'ironie. Je dis, bah, mais il n'y a aucune ironie, voyons. Enfin, dans votre notice, vous avez un ton objectif, mais sans aucune chaleur, et vous expliquez son succès sans avoir l'air de le comprendre très bien. Ouais. Il paraît qu'il est plein de sympathie pour moi, on m'a raconté ça. Je ne sais pas si après ce que vous venez de dire, cette sympathie durera. Ah, mais enfin, il le sait bien, je l'ai écrit, ça. Nous voici maintenant un autre poète qui est mort, voici longtemps, en 1907, et qui s'appelle Charles Guérin. Ah oui. Et je crois que vous aviez beaucoup de sympathie pour la sensibilité de Charles Guérin, peut-être plus que pour son style, que vous trouviez un peu trop parnassien, justement. Oui, mais enfin, c'était un homme si charmant, n'est-ce pas? Et vous avez, dans votre choix, publié un poème de lui dont vous avez dit ceci, et je vous lis. On lira dans notre choix la pièce intitulée à Francis Jammes, si parfaite et, à notre sens, une des plus remarquables de la jeune poésie. Nous sommes sûrs qu'il n'y a personne qui, l'ayant lu, n'en retienne pour la goûter encore la tristesse harmonieuse et tendre. Et nous pensons que le jeune homme qui a écrit ce poème touchant et simple, et qu'il faut féliciter M. Francis Jammes d'avoir inspiré, pourra devenir, s'il sait cultiver son talent, un poète excellent. Et en 1928, vous avez rajouté « Cette pièce qui a fait école et qu'on a fort imitée, mais qu'on n'a jamais égalée. » Et j'aimerais, puisque je crois que vous l'avez su par cœur à un moment, cette pièce, j'aimerais que vous la lisiez. Alors je la lis, hein? Oui. Bon. Oh, Jammes, ta maison ressemble à ton visage. Une barbe de lierre y grimpe, un pain l'ombrage, éternellement jeune et dru comme ton cœur. Malgré les ans et les hivers et la douleur, le mur bas de ta cour est doré par la mousse, la maison n'a qu'un humble étage. L'herbe pousse entre le puits et les lauriers. Quand j'entendis comme un oiseau mourant crier ta grille, un tiède émoi me fit défaillir l'âme. Je m'en venais vers toi depuis longtemps. Oh, Jammes, c'est ridicule. Mais non, ce n'est pas ridicule d'être ému. Et je t'ai trouvé tel que je t'avais rêvé. J'ai vu tes chiens joueurs languir sur le pavé. Et sous ton chapeau noir et blanc comme une pie, tes yeux francs me sourire avec mélancolie. Et voici la suite ici. Ta fenêtre pensive ouvre sur l'horizon. Voici tes pipes, la vitrine qui reflète la campagne parmi les livres de poètes. Amis, puisqu'ils sont nés, les livres vieilliront.
où nous avons pleuré, d'autres hommes riront, mais que nul de nous deux, malgré l'âge, n'oublie le jour où fortement nos mains se sont unies. Jour égal en douceur à l'arrière-saison. Nous écoutions chanter les mésanges des haies, les cloches bourdonnaient, les voitures passaient, ce fut un triste et long dimanche des rameaux. Toi, brisé sur l'amour, comme un roseau sur l'eau qui tremble et sous le flot secrètement sanglote. Moi, frémissant, avide à mourir du départ sur la mer où tournoient les barques sans pilote. Nous écoutions teinter les sonnailles des chars, pareillement émus de diverses pensées. Et le ciel gris pesait sur nos âmes blessées. Reviendrai-je dormir dans ta chambre d'enfant? Reviendrai-je, les cils caressés par le vent, attendre la première étoile sous le vent et respirer dans ton coffret en bois de rose, parmi la main jaunie des vieilles lettres closes, l'amour qui seul survit dans la cendre des choses. L'âme, quand on se penche à ta fenêtre, on voit des villas et des champs, l'horizon et les neiges. En mai, tu lis des vers d'or à demi-voix. L'azur du ciel remplit les chêneaux de ton toit. Demeure harmonieuse, amie, au reverrai. Demain, hélas, mieux vaut penser au temps d'hier. Une âme sans patrie habite dans ma chair. Ce soir, un des plus lourds des soirs où j'ai souffert, tandis que de leur gloire éparse sur la mer les rayons du soleil couchant doraient la grève. Les cheveux lavés d'or et d'écume, j'allais rouler comme un caillou par la force du rêve. La terrible rumeur des vagues m'appelait, et le cœur plein de toi, je marquais la galette. Veiné comme un bras pur, et blanc comme du lait, le jour où je passais ton seuil, fils de Virgile. Il faut reconnaître que ce poème que vous avez lu avec beaucoup d'émotion est lui-même très émouvant. Je ne peux pas lire les vers, c'est ridicule. Mais c'est un poème qui rend un son de vérité, de nostalgie, d'autant plus intense quand on pense que Charles Guérin est mort quelques années après. On sent déjà dans ce « Quand vous reverrai-je », on sent toute cette inquiétude d'un être jeune qui se sent marqué. Oui, mais c'était bien lui, ça, il portait ça en lui. Et comme vous dites, c'est un grand hommage qu'il a rendu à Francis Jammes en lui dédiant ce poème. Et nous en arrivons maintenant à Francis Jammes lui-même, qui, dans l'anthologie, dans votre choix de poème, suit Charles Guérin. Vous parlez de la sensibilité si particulière de Francis Jammes, qui semble vous déconcerter, mais que vous appréciez tout de même beaucoup. Je voudrais savoir si vous l'avez connu, Francis Jammes. Non, je l'ai vu une fois au Mercure. Je ne lui ai jamais parlé. Vous n'avez jamais parlé. Mais vous semblez regretter, après son retour à la foi, ce que vous avez appelé le paganisme du fils de Virgile. Et vous regrettez, en somme, cet élan vers la religion qui semble avoir jugulé en lui d'autres élans plus naturels. Valette a fait cette remarque que pour Jammes, ce retour à la foi et cet affichage, ce retour à la foi, c'était la première fois que ça n'est pas réussi à un poète. Car précédemment, tous les gens qui avaient été plus ou moins libertins ou païens et qui revenaient à l'église, ça leur redonnait un public. Ça a été le contraire pour Jammes. Alors, je ne sais pas si Jammes recherchait un public. Mais là, je ne vous parle pas de Jammes en ce moment-ci. Oui, vous parlez des poètes. Je vous parle du phénomène d'un poète qui a une grande notoriété, qui a un grand public, qui retourne à l'église et que tombe. Oui, pour ces nouvelles œuvres, parce que les œuvres anciennes continuaient à se tirer au... Oui, mais nous parlons des nouvelles œuvres. Enfin, les géorgiques chrétiennes, par exemple? Oui. Par terre, Vous dites l'inverse pour Verlaine. Remarquez que Sagesse non plus n'a pas attiré un public
nouveau à Oui, Verlaine, oui. même pas le public catholique qui trouvait que ce poème ne l'était pas assez. Oui. Et oui. puis d'un autre vous côté, savez, moi, ça ne m'intéresse pas, moi, ça. Mais cependant, vous dites dans votre notice que c'est un des plus beaux poèmes de Verlaine. Ah, À ce moment-là, c'était l'objectivité du ouais, peut-être. critique Mais qui moi, parlait. non. Et ensuite, après Jam, voici Jules Laforgue. Jules Laforgue est mort en 1887, vous ne l'avez donc jamais connu, Ouais. mais vous paraissez l'aimer beaucoup. Oh, Vous énorme. prononcez même le mot de génie en parlant de lui. Ah, non, ça- Mais la forme m'avait toujours séduit beaucoup. Et ses lettres, surtout. Et qu'est-ce qui vous a surtout plu en Laforgue? Une sorte de sensibilité qui se raille. Oui, c'est ce que vous appelez ce sourire clownesque, peut-être. Peut-être, oui. Et puis alors, vous savez, l'histoire, quand il habitait rue Monsieur le Prince, qu'il écrivait à sa sœur, qu'il était très pauvre. Et que, comme souvenir, il lui donne un morceau du papier qui tapissait sa chambre. J'ai trouvé ça merveilleux. Merveilleux. Merveilleux comme trait de Comme- sensibilité, oui, de sensibilité. comme imagination en même Oui. temps. Parce que c'est bien une idée de poète et de poète pauvre qui ne peut Ouais. donner que cela. Ouais. Et j'ai remarqué que dans votre première édition, vous n'avez pas mis la chanson du petit hypertrophique, Ah ouais. qui est pourtant une des plus Ouais. jolies. Ouais. Et ensuite, vous l'avez rajoutée à côté de la complainte du roi de Tulé. Et je pense que vous avez beaucoup aimé ces deux vers qui, pour vous, avaient peut-être un son, tout de même une résonance nostalgique. J'entends mon cœur qui bat, c'est maman qui m'appelle. Non, 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 pas du tout. Euh, Non, vous ne voulez pas que cela vous ait donné... Écoutez, tout à l'heure, quand vous avez lu des poèmes, vous avez prouvé une certaine sensibilité qui me permet de vous poser cette question. pas de rappel personnel. Non. Eh bien, passons maintenant à Pierre-Louis. Ah ouais. Pierre-Louis, que vous avez certainement beaucoup connu, Ouais. qui fréquentait, je crois, les mardis de Rachilde. Non, jamais. Alors, où l'aviez-vous vu? Ben, il est venu me voir chez moi, rue Bonaparte. Au moment où vous rédigiez votre notice. Oui, probablement. Mais vous étiez sensible à son art? C'est pourtant une poésie d'essence classique, Oui, mais antique. quel est le premier poème qu'il y a Astarté. Oui. Quel est le premier vers Psyché, ma sœur, Ah, ouais, écoute. ouais. Voilà. Ça, L'apogée. oui. Ouais, ouais. Et il est Ça, dédié c'est à très beau. l'héroïne d'un roman futur. Oui, ça c'est très beau. Psyché, ma sœur, écoute immobile et frissonne. Le bonheur vient, nous touche et nous parle à genoux. Pressons nos mains, sois grave, écoute encore. Personne n'est plus heureux ce soir, n'est plus divin que nous. Ouais, ouais. Et ce Ça poème vous m'avait plaît beaucoup particulièrement. Ouais, ouais. Les premières œuvres de Metterlinck étaient remarquables. Et Serre chaude, Faire chaude et puis les petits drames. les 12 chansons également. Oui. Intérieur. Avez-vous connu Metterlinck? Oui, je l'ai vu quand il est arrivé à Paris, là, habillé en velours à grosse côte, enfin, un vrai paysan de flamand, enfin, il faisait flamand, je crois. Oui. Oui. Et vous ne l'avez pas revu ensuite? Il était auteur du Mercure, mais vous ne le voyez pas souvent. Non, il est venu une fois. Et après Metterlinck, voici Stéphane Mallarmé. Mhm. Vous avez consacré à Mallarmé la plus longue notice de votre choix de poème. Et vous avez dit, en le mettant sous la plume de Gourmont, plus exactement, vous avez cité Gourmont. Il est rare, disait Gourmont, que les livres aveuglément clairs vaillent la peine d'être relus. La littérature qui plaît aussitôt à l'universalité des hommes est nécessairement nulle. Et je veux dire que cela m'a beaucoup étonné que vous ayez reproduit cette phrase en ayant l'air de lui accorder crédit, car l'un de vos principes les plus chers est certainement que les livres clairs valent seuls la peine d'être lus et relus. Et comment expliquez-vous que vous ayez approuvé cette opinion de Gourmont? Je vous ferai remarquer que plusieurs critiques ont signalé que la notice de Mallarmé, au fur et à mesure de l'augmentation, au fur et à mesure de la publication d'Atomes Nouveaux, Diminuait. Oui, j'ai remarqué que la notice était presque plus importante comme nombre de pages que les poèmes cités. oui, mais la notice, je vous dis, de Elle-même volume en volume, rétrécissait. mais non, l'admiration foutait le camp. Oui. Je me retenais pour ne pas... voilà. Pour ne pas? Ben, pour ne pas dire, écoutez, c'est du néant. Ah ben moi qui voulais vous demander justement, car vous avez appris des poèmes de Mallarmé par cœur, puisque ce que vous aimez, vous Je ne les ai pas l'apprenez. appris.
Non. Vous l'avez appris involontairement. Oui. Alors je voulais vous demander d'en réciter un. Alors, je veux en réciter un. Alors je vous écoute si vous voulez bien. Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui, va-t-il nous déchirer avec un coup de livre ce lac dur, oublié que hante sous le givre, le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui très beau vert. Donc vous admettez qu'il y a encore de très beaux vers. Oui, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est très beau. Un signe d'autrefois se souvient que c'est lui, magnifique, mais qui, sans espoir, se délivre. Pour n'avoir pas chanté la région vive, autre beau vers, quand du stérile hiver a resplendi l'ennui. C'est très beau comme vers. Ça ne vous émeut pas, comme le Charles Guérin. Et vous les dites très bien également. C'est tout de même un hommage que vous rendez à Mallarmé que de vous souvenir de ces vers. Tout son col secoura cette blanche agonie par l'espace affligé à l'oiseau qu'il nie, mais non l'horreur du sol où son plumage est pris. Fantôme qu'à ce lieu son pur éclat signe, il s'immobilise au songe froid de mépris que vint parmi l'exil inutile le signe. Il faut donc admettre que les textes qui ne sont pas aveuglément clairs valent quelquefois la peine d'être dits et redits. Une dentelle s'abolit dans le doute que je s'y prenne à l'entrevoir comme un blasphème qu'absence éternelle de lit. C'est unanime blanc conflit d'une guirlande avec la même, enfui contre la vitre blême, flotte plus qu'il n'ensevelit. Mais chez qui du rêve se dort, tristement dort, une mandore au creux-néant musicien, tel que vers quelques fenêtres, selon nul ventre que le sien, filial on aurait pu naître. Mais qu'est-ce qui vous plaît surtout dans ces vers, vous qui n'aimez pas le jeu verbal? Ça ne me plaît pas, je sais ça par cœur, et puis voilà tout. Oui, voilà. C'est tout de même l'incantation qui vous est restée. Il y a aussi ce fameux sonnet qui s'appelle le fait au prince fièrement expiré dans la considérable touffe, le cri des gloires qui l'étouffe. Oui, c'est-à-dire d'une façon très hermétique, quelque chose d'assez léger. Oui, il y a même un poème, je ne sais plus lequel, qui exprime, naturellement, en vocable de rare, la satisfaction d'être sur une lunette d'aisance. Vous n'avez jamais lu les articles de Charles Chassé sur Mallarmé? Chassé a découvert que tout Mallarmé est fait avec le littré. Je ne connais pas le littré, moi je n'ai aucun dictionnaire. Mais il paraît que le littré donne, en remontant très loin, toutes les étymologies du moindre mot. Et Chassé a découvert que quand Mallarmé avait un mot, mon Dieu, somme toute, commode, armoire, si vous voulez, il remontait le littré, et alors il trouvait ce terme tout à fait tombé en désuétude et même ignoré, et alors, il le sortait. Et Chassé a expliqué ça à beaucoup de gens de l'Académie Mallarmé, par exemple, M. Henri Charpentier, poète, que je lui dis, mais c'est vrai seulement, il ne faut pas le dire. Et pourquoi ne pourrait-on pas le dire? Ah, parce que car au fond, si le poète est lui-même un dictionnaire, s'il a accumulé les mots, s'il les retrouve en lui, ou s'il les retrouve ayant perdu la mémoire dans un livre, le résultat est le même. Ah, tout de même, enfin, n'est-ce pas, il y a un trucage. Mais est-ce que ce n'est pas truqué aussi que de retrouver les mots en soi après les avoir appris? Alors moi, je parlais de ça au Mercure. Et je parlais des articles du Chassé qui sont profondément intéressants, n'est-ce pas? Et alors, M. Hartmann me dit, comment, pourquoi pas le dire? Mais nous sommes prêts à publier, ils peuvent nous envoyer les articles. Il en a publié déjà 4-5, ça doit faire tout un ouvrage complet sur Mallarmé. Mais là, je crois que vous restreignez vraiment trop le talent et l'idéal de Mallarmé. Car en effet, il y a la recherche verbale en lui était très grande. Je rétrécis ce qui fait le poète. Non, mais le résultat, c'est l'incantation. Or, tout à l'heure, vous m'avez dit, ce sont de beaux vers, il n'y a rien à dire, ce sont de beaux vers. Oui, bah alors, dans Heredia aussi, il y a des vers qui sont... Eh bien oui, Heredia lui aussi a... Mais Heredia n'est pas un poète, tout ça, ce sont des fabricants, je vous dis, c'est...
Mais si la fabrication finalement plaît, c'est un résultat qui n'est pas négligeable. Oui, enfin, moi, c'est pas mon avis. Oui, alors il vaut mieux changer de poète, mais nous allons arriver à un fabricant, peut-être au moins bon sens du mot, à Camille Mauclerc. Ah ouais. Et là, Ça, c'est l'imitateur complet. Oui, je crois qu'il a imité successivement tous les poètes. Tout. Et tous les romanciers. Il n'y a pas un livre de Camille Mauclerc qui ne soit l'imitation d'un homme qui venait de publier un livre à sensation. Paul Adam, Maeterlinck, etc. Voilà. Du reste, j'ai écrit quelque chose un jour sur M. Camille Mauclerc. Je lui dis, il évoque absolument le personnage d'une pièce d'Ibsen qui s'appelle Peer Gynt. Quand je ne sais plus comment s'appelle le fossoyeur qui vient le chercher. Il a un nom spécial, le fossoyeur, n'est-ce pas? Et alors, il dit, on mettra sur sa tombe si j'ai eu personne. C'est tout à fait pour monsieur. Heureusement, vous n'avez pas mis ça dans votre notice. Vous avez simplement dit que son esprit aimait toucher à tout, que successivement il subissait toutes les influences, et vous avez presque eu l'air de dire que c'était une grande qualité que de savoir être accessible ainsi à toutes les beautés des choses. Alors j'avais mis qu'il était d'origine juive, il a protesté. Bah, si c'était faux. Oui. Alors, je dis qu'il montrait un petit peu la marque, enfin, du talent juif. Vous dites, dans notre notice des éditions précédentes, nous avions donné à M. Camille Mauclerc une origine sémitique et dit qu'il montrait comme écrivain tout le génie de sa race. Il nous en a beaucoup voulu. Il paraît que nous nous trompions, que M. Camille Mauclerc n'est pas du tout juif. Une erreur n'est pas une malveillance, et celle-ci est facile à réparer. Et c'est alors que vous démontrez que s'il n'est pas juif, il a toutes les qualités... Non, mais à réparer. Et après et après, c'est un membre de phrase, et le mot génie à enlever, voilà tout. Parce que vous aviez dit qu'il avait le génie juif. Alors, en somme, en lui donnant raison, vous l'avertirez non seulement la qualité de juif, mais le génie. Voilà. J'avais bien qu'il y avait une réplique. C'était finalement une rosserie. Pierre Quillard, comme Camille Mauclerc, était un poète savant. Il fréquentait les muses helléniques et latines. Étiez-vous attiré par ce genre de poésie? Non. C'était un professeur qui tâtait de toute la poésie. Ah, il n'a jamais été professeur. Ah si, il était professeur dans le Proche-Orient. Et c'est vous-même qui le dites. Oh, mais ça, quand je l'ai connu, c'était fini tout ça. Oui, mais il avait commencé par l'être. Il avait le sens pédagogique en lui, certainement. Je sais qu'il rendait compte des poèmes au Mercure d'une façon enfantine. Voilà. N'est-ce pas? Ses comptes rendus de poète consistaient à dire il aime les soleils couchants, 3 vers sur le soleil couchant. Il aime aussi les voitures qui roulent, 3 vers sur les... C'était au-dessous de tout. Et il a tenu la rubrique poétique pendant... Pas mal de temps, oui. Et qui l'a remplacé ensuite? Duhamel. Et son livre le plus connu, je crois, s'appelle La lyre héroïque et ardente. Et dolente. Et dolente, oui. Oui. Ce sont 2 adjectifs qui, en eux-mêmes, expriment un genre de poésie que vous ne devez pas aimer. Et voici maintenant un poète dont je puis à coup sûr avancer que vous l'aimiez, c'est Henri de Régnier. Oui. D'ailleurs, vous dites dans votre notice, le premier et le plus célèbre de tous les poètes d'aujourd'hui, Henri de Régnier. Oui, ça c'est une phrase pour une notice. Oui, mais vous la sentiez tout de même. Oui. Mais je trouve qu'il a quand même, il est bien oublié, mais je trouve qu'il y a de fort beaux poèmes dans Régnier. Voilà. Et qu'est-ce que vous appréciez spécialement dans sa poésie? Était-ce le raffinement de la pensée ou au contraire la ligne mélodique? La sensibilité, la mélancolie. Il y a des pièces sur lui qui sont remarquables ce jour-là. Il y a aussi des pièces qu'on peut appeler des pièces conjugales. Oui. Mais est-ce que vous n'aimiez pas aussi en lui ce sens, pourrait-on dire, distingué de la nature et un peu antique? C'était toujours très orné, certainement. Mais les poèmes de la fin étaient vraiment pleins d'humanité. Enfin, mais je crois c'était lui. Je crois qu'en Régnier, vous n'aimiez pas que le poète, il y avait aussi le romancier. Ah oui, il y a des romans, moi, je trouve qu'il y a des romans charmants. La double maîtresse est une merveille. Une merveille. Et les rencontres de M. de Bréau devaient aussi vous plaire. Oui, l'escapade. Par toute cette évasion vers un passé que vous aimiez. Ouais. Il avait le goût du 18e comme vous. Oui, les pastiches. Et les pastiches un peu... Non, mais le goût, l'esprit du 18e, oui, cet esprit oui, du libertinage. Oui. Et vous êtes vous aussi, à votre manière, un libertin. Et il vous donnait, je crois, cette impression que vous aimez, que vous éprouvez trop rarement, d'un homme qui écrit pour son propre plaisir. Oui, certainement. Et puis désintéressé. Désintéressé? Oui. Enfin, l'argent ne l'intéressait pas. Oui, ainsi je me rappelle d'un fait, je ne sais plus pour quel roman. Il devait le donner à la Revue des Deux Mondes.
où il était très bien, il était de l'Académie française comme Doumic, n'est-ce pas? Et on lui a demandé de faire des suppressions. Il y avait des passages qui paraissaient un petit peu osés par la revue des Deux Mondes à Doumic. Eh bien, quoique Exposé a touché beaucoup moins, il a apporté son roman au Mercure. Voilà, c'est tout de même quelque chose. Et il n'était pas riche. Oui. Ce sont de ces espèces de dérobates désintéressés dont vous avez donné souvent la preuve vous-même. Et je trouve ça très bien. Du reste, c'était un homme simple, modeste, fort aimable, enfin. Moi, j'ai toujours eu avec lui, et j'en étais, enfin, très honoré, les meilleurs rapports. C'est lui qui vous avait un peu introduit au Mercure de France. Oh, pas du tout. Non, qui vous avait tout de non, même c'est lui qui appuyé. Non, pas du tout. C'est lui qui a lu le Petit Ami. Oui, c'est lui qui l'a lu, qui a conseillé à Valette de le publier. Voilà. C'est pour ça que je crois que le livre lui est dédié, oui. Oui. Oui, le livre lui est dédié, en effet. C'est ça. Eh ben, c'est une espèce de reconnaissance que... C'est un remerciement de vivre. Non, n'utilisons pas le mot de reconnaissance, je suis fermé à la reconnaissance. Bah oui, mais vous êtes ouvert au remerciement. Ah, tout de même. Le remerciement est une forme... Cet homme, moi, tout à fait inconnu, n'est-ce pas? Cet homme qui avait lu ce roman et qui avait donné un avis favorable, bah tout de même, ça valait bien un remerciement. Alors c'est de la courtoisie. C'est de la courtoisie. Mais ça ne correspond pas à un sentiment. Oh, je suis fermé à la reconnaissance. Enfin, vous dites que vous l'êtes. Non, je l'ai écrit, n'est-ce pas? J'ai reçu des amabilités et des obligeances de beaucoup de gens. Je dis toujours, s'ils l'ont fait, c'est que ça leur fait plaisir. Eh ben, ils sont payés. Bon, c'est pas la peine de leur dire merci dans ce cas-là. Ah oui. Enfin, vous dites qu'avec Henri de Régnier, on est loin des phraseurs. Et que cela fait du bien, que cela donne de l'air et que cela est gai. Oui. Vous n'avez pas changé à cet égard. Enfin, je vous dis que c'est une notice pour les poètes d'aujourd'hui. Oui. En tout cas, le poète suivant dont vous parlez ne devait certainement pas satisfaire votre besoin de gaieté et d'air. C'était Georges Rodinbach. Oui. Vous en avez parlé avec sympathie, mais enfin, j'ai l'impression que c'était plus de l'estime qu'un penchant. Oui. L'avez-vous rencontré? Oh, oui, je l'ai rencontré à la Comédie Française, quand on a joué le voile. Il était déjà mort au moment où vous écriviez cette notice, d'ailleurs. Ah. Il était mort en 1898. Je peux vous donner un détail sur Rodinbach. Il était traillé avec Schwab et Moreno. Et alors un jour... Ah oui, Moreno récitait souvent des vers de Rodinbach. Et dans l'affaire Dreyfus, il y a eu un jour une pétition, je ne sais plus dans quel sens, en fait, toujours sait-il, que Rodinbach a signé la pétition. Et j'ai entendu un dimanche Moreno, Rue Saint-Louis, chez Schwab, dire il peut se fouiller pour que je dise des vers de lui maintenant. Parce qu'il s'était révélé anti-Dreyfusard. Voilà. Et vous n'avez pas d'autres souvenirs de lui? Non. Il est mort très jeune, en 1898, comme je l'ai dit, et évidemment, vous avez eu peu l'occasion de le voir. Ouais. Avec Laurent Taillade, le ton change. Voici un poète satirique, et même dans le lyrisme. Et l'avez-vous connu, Laurent Taillade? Oui. Et je pense que vous éprouviez pour lui une certaine sympathie, sa vie mouvementée, aventureuse, ses duels, son accident. Je crois qu'il avait été blessé dans un attentat. Oui, au Foyot. Un attentat d'anarchiste. Oui, une bombe. C'était un pamphlétaire courageux. Et qu'est-ce que vous aimez spécialement en lui? Oh, et versatile, il était le plus offrant. Et puis il partageait avec Blois. La grossièreté. Il avait un ami de jeunesse. Qui habitait rue Dauphine, qui avait eu de la fortune, qu'il avait beaucoup connu, Blois. Et il avait eu je ne sais combien de libéralité à l'égard de Blois, n'est-ce pas? Du reste, Blois lui avait donné des manuscrits, remerciements, des lettres, des autographes, enfin tout ça. Bon. Alors, tant que cet homme était célibataire, il allait à Bourg-la-Reine, chez Blois, où il était bien reçu, n'est-ce pas, et reçu... d'une façon intéressée, certainement. Mais cet homme, un jour, s'est marié. Il s'est marié civilement. Et il a reçu une lettre de Blois en disant « Cher ami, vous savez, il est inutile de m'amener votre putain à la maison. » Voilà, je n'aime pas ça. Vous savez, Blois m'a toujours fait l'effet de la Tartuffe. Moi, je ne peux pas souffrir cet homme. Je n'ai jamais pu souffrir cet homme. Il n'y a qu'un livre de lui que je trouve drôle, c'est l'exégèse de lieu commun. Quand il parle de son propriétaire qui habite au-dessus et qui est en train de prendre un bain et qui dit que cette charogne est encore en train de se tremper. Et puis alors, l'entrepreneur de démolition.
où il y a un portrait de Catherine Mendès qui est... Je voudrais savoir pourquoi, à l'inverse de ce qui s'est produit pour Mallarmé, dont la notice dans vos morceaux choisis s'est rétrécie, m'avez-vous dit, celle de Valéry s'est au contraire toujours amplifiée. Or, vous dites, Valéry était le disciple de Mallarmé. Je voudrais savoir ce qui a motivé ce traitement de faveur. Je ne rappelle pas ça. Oui, mais enfin, même si vous ne vous le rappelez pas, le fait est là, votre notice a été s'allongeant et celle de Mallarmé se rétrécissant. Mais celle de Mallarmé n'a pas été surtout se rétrécissant, elle a été de moins en moins favorable, de moins en moins admirative. Oui, mais le rétrécissement correspondait également à un jugement moins favorable. Je ne crois pas. Enfin, bon. Alors je voudrais savoir en tout cas pourquoi Valéry, qui représente un genre de poésie que, en principe, vous aimez peu, oui. Pourquoi vous en avez tant parlé et dans des termes, parfois, très élogieux? Non, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas du tout la notice de Valéry. Je sais que j'ai eu l'occasion de très bonne heure d'avoir, enfin, mon jugement tout personnel, n'est-ce pas? Parce que quand je parle des gens, n'est-ce pas, l'opinion que je donne est toute personnelle. Je n'engage que moi, n'est-ce pas? Oui, tandis que dans ces notices, vous engagiez quelqu'un d'autre que vous engagez une opinion publique. Oui, mais non, mais je parle ce que je veux dire, n'est-ce pas, qu'on ne tienne pas pour un jugement général ce que je peux dire des gens, n'est-ce pas? C'est mon appréciation à moi. Voilà. J'aime les choses ou je ne les aime pas. Moi, mon sens traité... Mais alors, dans vos notices, c'était vous exprimiez ou quelqu'un d'autre, le critique, qui était indépendant de vous, en somme? Oui, enfin, n'est-ce pas, il y a dans un livre comme Les Poètes d'aujourd'hui, dans les notices des Poètes d'aujourd'hui, il y a une part personnelle, et puis il y a tout de même une part conventionnelle. Enfin, n'est-ce pas, on fait un livre pour le public, on ne peut pas tout à fait démolir les gens. Par exemple, ce que j'ai fait pour Roinard, n'est-ce pas, c'était excessif, enfin. Mais je voulais vous dire, n'est-ce pas, j'ai connu Valéry, nous avions chacun environ 23 ans. Bon, à cette époque-là, il y avait une revue, je vous l'ai déjà dit, qui s'appelait Le Centaure, où écrivaient Gide, Valéry, André Lebet, Pierre-Louis, Jean de Pinan, etc. Et alors, un jour, Valéry a publié un poème dans Le Centaure, qui durait dans les poètes d'aujourd'hui, où c'est la description d'un vaisseau Louis XIVe, n'est-ce pas, qui était très orné, très historié, comme tous les navires de cette époque-là. Et publie donc ce poème, qui était un sonnet, qui se termine par ce tercet. Et les dieux, à la proue héroïque exaltée, dans leur sourire antique, et que l'écume insulte, tendent vers moi leurs bras, indulgence sculptée. Bien. Alors je dis à Valéry, pourquoi diable avez-vous associé deux adjectifs, un du domaine moral et un du domaine physique? Il m'a répondu, parce que ça fait bien. Peut-être une boutade, parce que... C'est comme ça qu'on écrivait à cette époque-là. Mais pourquoi voudriez-vous qu'on ne puisse pas joindre deux qualités, l'une physique et l'une morale? Non, il n'y a pas des bras indulgents et sculptés. C'est comme les gens qui disent... Non, mais on comprend très bien ce que ça veut dire. Vous-même, vous le comprenez très bien, ce qu'il veut dire, les bras indulgents. Les bras qui font le geste de l'indulgence. Et sculptés, non. Ils sont sculptés dans la posture de l'indulgence. C'est une préciosité. Je ne trouve pas d'exemple. Il y a des auteurs gays qui ont fait des choses comme ça, des associations. Elle avait une robe rouge et relevée. Voilà. Il y a relevé au sens moral ou... Mais non, relevé, n'est-ce pas? On peut dire elle avait une robe rouge et relevée. Non. Je ne vois pas pourquoi. Non, enfin, eh bien, ce jour-là, n'est-ce pas, j'ai dit ça, les gens qui disent, j'écris une chose parce que ça fait bien, bonsoir. Il vaut mieux écrire une chose parce qu'elle fait bien que parce qu'elle fait mal. Il faut écrire des choses qui aient un sens et qui aient, enfin... Mais je trouve que cela a un sens de dire tendre des bras indulgents et sculptés. Bon. D'ailleurs, je pense que si Valéry l'a écrit tout de même parce qu'il pensait que cela faisait bien, c'était aussi parce qu'il le sentait. Mais non! Est-ce qu'on croyait que les gens de cette époque-là sentaient ce qu'ils écrivaient? Tout ça, c'est de la fabrication. Alors, je vais vous poser une question. Pourquoi avez-vous cité ce poème dans l'anthologie, puisque vous le considérez ensemble comme un mauvais exemple? Il y avait très peu de choses. Oui, mais là, c'est l'édition de 1928, et il avait publié, il était de l'Académie à ce moment-là, il avait tout un grand choix de textes. Ouais. Non, enfin, mais nous ne nous entendrons jamais là-dessus. Enfin, puis alors, un autre détail sur Valéry. À un moment donné, Champion a fait une collection de reproductions de manuscrits. Bon. Valéry a fait une reproduction de manuscrits.
moi-même, Champion m'a bien voulu me demander, c'était tiré à 100 exemplaires, c'était pour l'Amérique. On devait aller chez Champion, donner une signature autographe sur chaque exemplaire. Bon, alors j'y suis allé. Alors il y avait là l'employé de Champion qui tournait les feuilles, qui séchait au buvard, enfin, des choses parfaites, tout ça. Bon. J'ai signé, 100 exemplaires, n'est-ce pas? Et j'arrivais à peu près au 20e, et je continuais. Et cette demoiselle me dit, ah ben, monsieur Zerto, vous faites ça avec beaucoup de patience. Je dis, mademoiselle, puisque c'est convenu, n'est-ce pas? On le fait. C'est rien du tout, ça. Elle me dit, oui, mais monsieur Valéry qui est venu il y a 4 jours, n'est-ce pas? Il s'est arrêté au 10e. Il a dit, mais enfin, dites donc moi, ma signature vaut 50 francs. Mais là, je persiste à dire et à penser que c'est une boutade. Valéry était l'homme des boutades et... Vous avez une sorte de bienveillance dans l'esprit, vous savez. Non, j'essaie de compenser, je ne veux pas dire la malveillance que vous avez dans vos propos quelquefois, mais enfin, j'essaie de la contrebalancer. C'est pas de ma malveillance, je regarde les faits, voilà un fait. C'est pas de la malveillance, j'y voilà comme il est. Oui, mais vous interprétez ce mais non, et moi, c'est un très homme. Avouez tout de même que l'homme qui a reçu de l'argent pour une reproduction de manuscrits, dans laquelle il est convenu qu'à un jour donné, il viendra les signer exemplaire par exemplaire, et qui ce jour-là, eh ben non. Non, mais tout dépend de l'intonation qu'il a eu pour prononcer ce mot. C'est un homme qui, au fond de lui, dit, tout de même, j'aurais pu gagner 100 fois 50 francs de plus. Oui, il aurait fallu être là et l'entendre pour savoir exactement dans quel sens interpréter. Du reste, Valéry m'a bien... Quand j'ai revu Valéry, 20 ans plus tard, enfin... je l'ai vu chez Gallimard, j'étais dans une antichambre où je rapportais mes épreuves pour les chroniques de théâtre. Et Valéry est arrivé. Et quand il est entré, je m'étais tourné comme ça pour qu'il ne me voie pas. Alors, il est entré. Monsieur Gallimard est-il là? Non. Bon, il est ressorti. Bon. Alors, il est revenu. Et monsieur Attal est-il là? Non. Bien. Bon. Alors, il est sorti. Il est entré une 3e fois. Et monsieur Attal est-il là? Alors, on lui a encore dit non. Et puis alors, il est venu. Il a tourné. Il m'a dit, mais c'est vous, Léato, qu'est-ce que vous faites là? Je viens là. Il me dit, comment? Vous publiez des volumes chez Gallimard? C'est pas comme ça qu'on doit s'y faire. Il faut donner le moins de texte possible. Il faut exiger le plus beau papier possible. Il faut laisser le moins d'argent à l'éditeur. Il faut autant que possible faire tout soi-même. Vous voyez bien que la ligne continuait. Oui. Mais je ne vois pas que ce soit une ligne condamnable. Mais non, je vous trouve extrêmement sévère pour Valéry. D'ailleurs, c'est surtout la poésie de Valéry que j'aimerais que vous jugiez. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne vous intéresse pas? Aucunement. Oui, vous avez dit que c'était une poésie de construction purement cérébrale. Oui, mais c'est de la fabrication. C'est de la fabrication. Non. Je le dis toujours, il n'y a pas pour moi, dans Valéry, un seul vers qui vaille le vers de Verlaine, l'espoir, lui, comme un bras de paille dans les tables. Ça. Justement, nous allons en arriver à Verlaine, car si vous refusez d'être charmé par Valéry, au sens fort du mot charme qu'il a employé, je crois que vous l'êtes pleinement charmé par Verlaine. Oui, maintenant vous savez qu'au fond, n'est-ce pas, il y a des vers que j'aime beaucoup, il y a des vers que je sais comme ça, mais vous savez qu'au fond, j'ai une horreur sans borne pour les poètes. Car il y a depuis toute la poésie française, cette idolâtrie féminine, n'est-ce pas? Ça, tous ces gens qui ont été à genoux, non. Non, mais cela me semble curieux de vous entendre dire cela, car c'est tout de même sur un ouvrage que vous avez fait en collaboration avec Van Bever que cette idolâtrie de la poésie s'est accentuée au début du XXe siècle. Vous y avez contribué grandement. Oui, et maintenant, vous dites la poésie, eh bien non, oui, je trouve ça ridicule. Écoutez, j'avais 30 ans que j'ai fait ça, n'est-ce pas? Non, l'édition de 1928... Vous n'aviez plus 30 ans lors de cette édition-là. Oui. Et quand vous avez augmenté le nombre des poètes... Enfin, supposons, n'est-ce pas? Supposons que cette antipathie que j'ai acquise pour les poètes, que je l'ai acquise, si vous voulez, à 45 ans. Là. Oui. Voilà.
Je m'excuse alors de traiter un sujet qui vous est tellement antipathique, Mais car non, nous ne il n'est l'avons pas antipathique, épuisé. ce sont les... N'est-ce pas? Cet agenouillement perpétuel. Quand on prend la poésie française à ses origines, n'est-ce pas, jusque... Enfin, aujourd'hui, il y a l'encens à la fin. Non, mais je crois qu'entre l'agenouillement et le fait de donner le fouet, il y a une certaine marge. Ah, mais on pourrait faire des vers à la femme, n'est-ce pas, sans cet agenouillement, sans cette vénération, sans cette supplication, n'est-ce pas? Non. En somme, ce que vous reprochez à la poésie, c'est surtout d'être trop consacré à la femme. Oui. Et puis alors, à une certaine époque, à partir du romantique, d'être écrit au mépris de toutes les règles de la langue française. Au mépris de toutes les règles? Ce que vous appelez le mépris, alors c'est en somme l'emploi, par exemple, par Valéry, de mot indulgent et sculpté. Ah non. Je parle de Vigny, je parle de Baudelaire, je parle d'un tas de gens, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la langue évoluait. Les poètes, Non, la langue n'évolue pas. les poètes romantiques ne pouvaient pas écrire des poèmes comme de Lille. Non. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire par exemple, quand Vigny écrit, et s'appuyant du bras aux branches incertaines. Les branches ne sont pas incertaines, elles sont là. Là, nous trouvons le même cas que tout à l'heure pour Valéry, les bras indulgents. Mais non, c'est pas la même chose. Mais les branches incertaines, cela s'explique très bien. Mais pas du tout, c'est leur solidité qui est incertaine. Oui, mais enfin, c'est une ellipse qui permet... Non, on doit écrire en langage exact. Mais vous comprenez ce que ça veut dire, les branches incertaines. C'est ensuite, en disséquant, vous dites, on ne doit pas pouvoir comprendre, mais vous le comprenez, au fond. Je me refuse à le comprendre. Je dis, c'est du mauvais français. Voilà. Mais ça, c'est une interprétation. Mais pas du tout. Les branches ne sont pas incertaines. C'est leur solidité, c'est leur résistance qui est incertaine pour s'appuyer dessus. Mais elles ne sont pas incertaines, elles sont là. Les branches, elles sont là immuables. Voilà. Et elles y sont. Elles ne sont pas immuables si le vent les fait bouger, par exemple. Oh non. Enfin, écoutez, je crois qu'il vaut mieux ne pas continuer dans cette voie. D'ailleurs, nous sommes en plein romantisme. Or, nous avions abordé Verlaine. Ouais. Je voudrais que nous y revenions. Bon. Parce que je crois que c'est un des rares poètes devant qui vous consentez pas à vous... Il y en a d'autres. Agenouiller, mais à retirer votre chapeau. Voilà. Même Ronsard avec ces histoires de femmes, n'est-ce pas? Quand vous serez bien vieille, et puis alors, c'est une langue si pure. Oui. Comme vous le dites, pourtant, c'est un poème dédié à une femme. Oui, mais c'est une langue qui... Vous savez, la langue est parfaite. Et dans Verlaine, et la langue vous retrouvez ces accents, justement, avec cette langue parfaite? Ah oui. Ainsi, je crois que je vous l'ai dit l'autre jour, enfin, on l'a qualifié de poète décadent, n'est-ce pas? C'était sérieusement qu'on disait poète décadent. La langue de Verlaine, non seulement parfaite, mais d'une exactitude parfaite. C'est merveilleux. Oui, malgré la fluidité, malgré, enfin, un petit peu les contournements, enfin, merveilleux. Vous en subissez le charme. Ah oui, et puis c'est très émouvant. Et puis c'est vraiment l'émanation, n'est-ce pas? C'est ça la poésie, la chose vague, la chose imprécise, enfin. J'aimerais que vous disiez un poème de lui, puisque les ayant aimés, je crois que vous vous en êtes souvenu. Oui. Et quel est celui que vous pouvez lire? Ah, mais vous pouvez dire. J'en ai des bottes dans la tête. Bien, sortez-en un de votre tête, si vous voulez bien. Lequel? Eh ben, je vais vous dire... Écoutez la chanson bien douce, qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est plaintive, elle est légère, un frisson d'eau sur de la mousse. La voix vous fut connue et chère, mais à présent elle est voilée comme une veuve désolée, et pourtant comme encore elle éclaire. Et dans les longs plis de son voile qui palpite aux brises d'automne, cache et montre au cœur qui s'étonne la vérité comme une étoile. Elle dit l'avoir reconnue que la bonté c'est notre vie, que de la haine et de l'envie rien ne reste la mort venue. Elle parle aussi de la gloire d'être simple, sans plus attendre, et de noces d'or, et du tendre bonheur d'une paix sans victoire. Accueillez la voix qui persiste dans son naïf épithalame. Allez, rien n'est meilleur à l'âme que de faire une âme moins triste. Elle est en peine et de passage, la voix qui pleure sans colère.
Et comme sa morale est claire, écoutez la chanson bien sage. Vous les avez dit d'une façon extrêmement sensible et même sensitive. Je vous en demande pardon de le dire, Non, puisque... non, bien vu. Et ça, c'est l'extase langoureuse, c'est la fatigue amoureuse, c'est tous les frissons des bois parmi les treintes des brises. C'est vers les ramures grises, le cœur, la petite voix. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Il n'y a rien là-dedans et... Il y a tout. Voilà. Vous vous sentez donc absolument envoûté, en somme, par Verlaine, et vous admettez que cette poésie-là est valable, même si les autres ne le sont plus. Donc vous devez apporter des palliatifs à votre jugement actuel de la poésie. Vous admettez qu'il y a encore des poètes qui restent. N'est-ce pas, monsieur Léoto? Oui. Je voudrais savoir si parmi tous les ouvrages que l'on a écrits sur Verlaine, et Dieu sait s'il y en a, il n'en existe pas un qui vous paraisse meilleur que les autres et sur lequel vous ayez des opinions à faire valoir. Eh bien, il y a le livre de François Porchet, qui est remarquable. Ce livre qui s'appelle Verlaine tel qu'il fut. Je crois que c'est le titre, oui. Mais remarquable. Et moi, enfin, pour ma part, il a ajouté, enfin... votre connaissance de... Et même à l'intérêt de certains poèmes de Verlaine. Vous l'avez mieux compris. Oui, ça a ajouté quelque chose aussi. Il a parlé des circonstances dans lesquelles avaient été écrits certains poèmes. Et je crois bien que je ne me trompe pas quand il dit que le poème « Écoutez la chanson bien douce », n'est-ce pas, a été écrit au lendemain ou surlendemain d'une scène effroyable. Un soir, chez lui, de Verlaine, à sa femme et à l'enfant qui était sur le lit. Enfin, il voulait les massacrer, il était ivre-mort, n'est-ce pas? Voilà. Mais on ne connaît pas Verlaine si on n'a pas lu le livre de François Porchet. Du reste, qui était fait, n'est-ce pas, avec une grande équité de jugement, n'est-ce pas? Oui, il avait mis en épigraphe un texte de Jules Tellier, dans lequel Jules Tellier parlait de Circé, qui avait changé en pourceau les compagnons d'Ulysse. Oui. Et Jules Tellier disait que ces pourceaux avaient une âme merveilleuse où se reconnaissait la main de Dieu. Ouais. Et ainsi François Porchet trouvait que Verlaine avait été en somme cette bête habitée par un ange. Oui, en effet, certainement. C'est aussi votre opinion. Oui, moi, je la trouve bien littéraire, enfin, c'est prodigieux, cette espèce d'homme malpropre, ivre, brut. Je vous dis, Valette, qui l'a beaucoup fréquenté, disait, quand on était au café avec lui, on ne savait jamais s'il n'allait pas sortir un couteau de sa poche et vous le planter dans la poitrine. Oui. Enfin, c'était un homme dont il valait mieux lire la poésie que vivre avec lui. François Porchet a très bien marqué ça, n'est-ce pas, que c'est très joli d'être la femme d'un très grand poète, n'est-ce pas, mais d'une brute, d'un ivrogne et d'un homme qui pouvait vous flanquer un couteau, c'était tout de même aussi à considérer. Et c'était très bien ça, parce que, n'est-ce pas, je vous dis, des gens seraient partis à dire, mais enfin, quand on est l'épouse d'un homme comme ça, n'est-ce pas, ben non, c'est pas une raison pour le supporter. Et il semble que ces hommes mettent le meilleur d'eux-mêmes dans ce qu'ils écrivent. Oui. Oh, vous savez, il y a souvent une très grande différence entre, surtout pour les poètes, entre le poète et puis l'homme privé. Vous savez, je voulais prendre chez moi une appréciation de Sainte-Beuve que Duhamel a mise à Alfred de Vigny dans l'anthologie qu'il a publiée à Leipzig il y a longtemps, n'est-ce pas? Alors, les mots de Sainte-Beuve, c'est encore esprit pur, ange complet, n'est-ce pas? Ça a Vigny, vous comprenez, l'esprit pur, non. Albert Samin, avec sa poésie élégiaque, son évanescence sentimentale, ne devait guère vous attirer, sur le plan littéraire. Mais je pense que l'homme si désintéressé, si simple, si peu vaniteux, vous était très sympathique. Oui. Vous savez que quand le Jardin de la Frotte a paru, ça a été un succès considérable. Il y a eu un article de Copé, enfin, n'est-ce pas? Ça a été inouï. Oui. Inouï. Et je voudrais savoir justement ce que vous pensez de ce succès de tirage qui a été l'un des plus étonnants dans toute l'histoire de la poésie française et qui n'a eu d'égal ensuite que Toi et moi de Géraldi et Paroles de Jacques Prévert. Faut croire vous paraît-il usurpé ou... Non, ça allait
ça allait à un certain public. Ça allait comme les intimités de Copé ont été autrefois, n'est-ce pas? Un petit public de calicot, de modistes et de jeunes filles sentimentales. Je vous ai dit le mot de Valette bien longtemps après, bien longtemps, n'est-ce pas? Un jour, on parlait de sa main, et sa main était un ami de jeunesse à lui, et il l'avait encouragé à écrire d'autres vers pour profiter du succès du Jardin de la Fente. Il m'a dit, vous savez, je suis arrivé à penser qu'il y ait quelque chose de vraiment médiocre dans la poésie de sa main pour qu'elle ait eu autant de succès. Le dernier poète qui figure dans votre choix est Viellé-Griffin. Ah. Je pense que vous appréciez en lui sa fraîcheur, sa légèreté. C'est le poète unique, le vrai poète du vers libre. Oui. Le vers libre chez Régnier n'est que des alexandrins morcelés. Chaque fois que je peux conseiller quelqu'un de lire Viellé-Griffin, vous savez, je le fais. Je trouve que c'est un poète étonnant. Aïe, vraiment. Qu'appréciez-vous surtout en lui? La personnalité. Cette vivacité, c'est le vrai poète du vers libre. Pour vous, Gustave Kahn n'est pas un poète du vers libre, c'est un poète trop travaillé. Oui, barbare, n'est-ce pas, barbare. Et même pour vous, Henri de Régnier est un poète qui a fabriqué son vers libre. Ah oui, quand on lit un poème en vers libre, il y en a de très beaux, de Régnier, on voit bien que c'est alexandrin. C'est ce qui fait du reste que ça a un tel rythme. Oui, le vers libre de Régnier se rapproche du vers libre de La Fontaine. Si vous voulez. Viellé-Griffin était le 34e des poètes de vos morceaux choisis en 1900. Et ces morceaux choisis en 1928, dans la dernière édition ont compté 73 poètes finalement. Dans le lot important des nouveaux venus, je relève quelques noms célèbres. Apollinaire, Jean Cocteau, Adnan Noailles et Saint-Paul Roux. Tout d'abord, Apollinaire. J'aimerais savoir ce qui vous attirait en lui. Il y avait quelque chose d'extrêmement, nouveau dans Apollinaire. On peut même pas appeler ça le côté métèque, si vous voulez. Le côté étranger qui était étrange. Ouais, des choses, du bohémien, de l'errant, du brocanteur même. Ça existe chez... Oui, c'était tout cela qui contribuait au mystère de son art. Ouais. Un soir de demi-brume à l'onge, un voyou qui ressemblait à mon amour vint à ma rencontre, le regard qu'il me jeta me fit baisser les yeux de honte. Cette chanson du mal-aimé qui devait être bientôt un titre faux, puisque on peut dire qu'Apollinaire fut le bien-aimé et que ses chansons furent appréciées de toute une génération. Ah oui, mais il le prenait mal-aimé au point de vue femme. Oui, au point de vue sentimental, j'élargis son sens. C'est très beau, la chanson du mal-aimé. Et la première version. Oui, il l'a retouchée ensuite. Il l'a fourré dedans, là. Ensuite, les Cosaques zaporogues qui n'y figuraient pas. Je tiens Apollinaire pour le dernier poète sensible. Maintenant, il y a une chose qui m'a toujours... Il paraît qu'il composait ses vers en faisant ta-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 ta. Je n'en reviens pas. Qui vous a dit cela? Hein? Qui vous a dit cela? Sa femme. Enfin, la composition d'un poème, tout de même, n'est-ce pas? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Cela vous laisse songeur? Oh, je n'en reviens pas. Mais non, cela fait partie du mécanisme. Ah, tout de même, enfin. Et le mécanisme n'a rien à voir, finalement, avec la source de l'inspiration. Et chez lui, ça ne détruit pas l'inspiration. C'est l'enchanteur. Bien, quittons cet enchanteur pour passer à une enchanteresse. Quoique vous allez peut-être lui dénier le droit à porter ce nom. Il s'agit d'Anna de Noailles. Ah, je ne gardais de souvenir d'Anna de Noailles que celui-ci. Un jour, elle était chez Schwab, étendue sur un canapé, et elle s'est mise à dire que je voudrais me trouver dans une forêt vierge. C'est tout ce que je connais de la... Ce n'est pas vous qui avez rédigé la notice. Non, c'est rien. Qui est très admirative. Ah, c'est pas moi, alors. Non. Venons-en maintenant à Saint-Paul Roux. Ouais. Saint-Paul Roux était édité au Mercure de France. Je pense que vous l'y avez rencontré. Oui. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez de cet étonnant créateur d'images. Oh, étonnant. Et pourtant, les images ne vous plaisent pas. Oui, mais enfin, il y a des trouvailles. Vous admettez que c'est un jeu un peu inutile, puisque vous aimez appeler les choses par leur nom. Ah oui, mais enfin, ça nous avons là affaire à des artistes, n'est-ce pas?
Voilà. Moi, je suis pas un artiste pour des sous. Mais là, vraiment, les choses... Vous n'avez pas la mémoire une... Le coq. Oui. Vivant petit clocher de plumes. Avouez que tout de même, n'est-ce pas? Oui, c'est très joli. Et le grand air pur, savez-vous comment il le traduit? Non. Le grand air pur, c'est le cognac du père Adam. Oui. C'est assez amusant. Oui, oui. Et un papillon, il appelle cela un lendemain de chenille en tenue de bal. Ouais. Bah, regardez, n'est-ce pas? Oui, il y a là aussi un charme qui prend. Oui, oui. Vous ne... Enfin, n'est-ce pas? On peut se mettre à penser que pour trouver des choses comme ça, il faut avoir un petit quelque chose de particulier dans la forme de son esprit. Ah, évidemment. N'est-ce pas? Il faut avoir une forme d'originalité, des yeux qui voient ce que les autres n'ont pas vu. Maintenant, peut-être qu'il suffit, quand on en a trouvé deux, de se dire, oh, mais voilà une peine, là, je vais continuer. Oui, encore faut-il avoir la possibilité de posséder ce filon en soi. Bon, ça on peut le cultiver. Alors, je crois que c'est un don qu'il avait plus qu'une acquisition. Abordons, avant de fermer vos morceaux choisis, le fantaisiste Jean Cocteau, qui est le Benjamin des poètes accueillis dans votre recueil. Il faut savoir s'il l'a été accueilli par vous ou par Van Bever. Moi. Je vous dirais que nous avons connu Jean Cocteau au Mercure pendant la guerre de 14-18. Il était interprète, je ne sais pas, dans le Nord. Voilà. Dans les Flandres. Les propos de Cocteau, quand il met au Mercure, étaient une merveille de drôlerie, d'esprit, étonnant. Je crois qu'il est resté comme ça. Alors certainement, il a conservé cette jeunesse. Oui. Mais cette originalité extraordinaire dans ses propos, et même dans ses vocables, étonnant. Et vous dites de lui que vous le trouvez surprenant. Oui, pour moi. Cette originalité, cette forme d'originalité vous paraît étonnante. Oh, oui. Il y a du clown. Il avait une façon de présenter les choses quand il peignait certains officiers. Mais vous savez, on n'a pas idée de pouvoir faire un portrait avec des mots comme ceux qu'il employait. Oui, c'est à la fois un grand fantaisiste et un virtuose. Ouais. Alors, n'est-ce pas, moi je suis de cet avis que Cocteau, n'est-ce pas, tiendra une grande place dans l'art d'aujourd'hui. Et il la tient déjà. Ah oui, mais enfin... Il s'y confirmera. Oui, et puis son nom restera. Ah, j'en suis persuadé. Voilà. Eh bien, moi, je trouve beaucoup de gens qui le traitent, vous savez. Moi, ça n'est pas mon avis. Je le trouve très original, je le trouve très fertile, il travaille sans arrêt, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et, mon Dieu, c'est l'année dernière que je crois que j'ai déjeuné chez Mme Gouel avec lui 2 fois, n'est-ce pas? Mais il est toujours resté le même. Toujours. Il a 58 ans maintenant. Ah, ouais. 20 ans de moins que vous. Ah, ouais. Il a dû trouver que vous étiez resté toujours aussi jeune. Il ne vous l'a pas dit? Non. Moi, il m'a toujours été très sympathique. Surtout que, vous savez, il n'a vraiment aucune vanité. C'est la simplicité, la camaraderie. On a toujours l'air de s'être quitté la veille. Je trouve ça charmant. Je voudrais savoir pourquoi, si vous avez choisi Jean Cocteau, vous n'avez pas pris avec lui Max Jacob, qui était son grand ami, qui participe à peu près à la même école. Ouais, je ne connaissais rien de Max Jacob. Vous n'aviez rien lu de Max Jacob? Oui. Je n'ai vu qu'une fois Max Jacob à Montmartre, à l'enterrement d'un ami commun qui s'appelait André Dupont, et où il est venu à l'enterrement, il avait un chapeau de forme en toile cirée et une espèce de pèlerin en toile cirée, et on aurait dit un vrai cocher de fiacre. Avant la guerre 14-18, évidemment. Mais à côté de son absence, si l'on peut dire à côté d'une absence, enfin, il y en a d'autres, des absences. Et je voudrais vous demander de les justifier. Ces absences, ce sont celles de Jean Richepin, de Charles Maurras, de Saint-Georges de Bouélier, et surtout, de Paul-Jean Toulet, de Paul Claudel et d'Alfred Jarry. Je voudrais savoir si cela correspond à un oubli ou à une volonté préconçue d'écarter ces écrivains. Paul Claudel n'avait rien à faire dans un choix de poète. Pour quelle raison? Non, je voudrais que vous développiez cette idée que Paul Claudel n'est pas un poète. À cette époque-là, Claudel ne passait pas pour un poète.
Il ne passait pas pour un poète, mais il était un poète. De quelle façon? Mais il avait écrit d'abord des poèmes tout à fait malarmiens, de vrais poèmes qui avaient paru dans des petites revues symbolistes. Hein? Et ensuite, il avait déjà publié tout de même Tête d'or, La Ville. Oh, c'est pas de la poésie, ça. Qui sont tout de même une forme de drame poétique. Bon, enfin, bon. Beaucoup de critiques disent, ce n'est pas un auteur dramatique, Claudel, c'est un poète. Ouais. Vous dites, Paul Claudel, ce n'est pas un poète, c'est un dramaturge. Oui. Mais s'il n'est ni poète ni dramaturge, alors qu'est-ce qu'il est? Non, pour moi, c'est un dramaturge. Oui, mais c'est un dramaturge qui a œuvré avec des versets. Le mot verset lui-même, prolongement du mot vers, exprime la poésie. C'est du théâtre. En somme, vous n'avez pas été pris par Claudel. Non. Vous avez également écarté de votre choix de poète Charles Péguy. Pouvez-vous justifier cet ostracisme? Car je ne peux pas croire qu'il s'agit d'un oubli. Ben, écoutez, n'est-ce pas, moi, je n'ai jamais considéré Péguy comme un poète. Bon, pourquoi? Non, que je voulais, non, c'est comme ça, n'est-ce pas? Je n'ai jamais considéré... Vous dites que son genre de poésie ne vous convient pas, mais ne dites pas que ce n'est pas un poète. Oui, ben peut-être je ne le connaissais pas. Il se posera bien que... Du reste, je n'ai jamais lu. Je crois que vous confondez le poète avec le pamphlétaire, peut-être, ouais, enfin, avec l'homme social. Je dois vous dire que je n'ai jamais lu une ligne de Péguy. Je l'ignore complètement. Mais ça me paraît étonnant d'avoir rédigé des commentaires sur les poètes et de n'avoir jamais eu la curiosité de lire Péguy avant de consacrer un livre aux poètes. Je vous dis, il n'existait pas pour moi, je l'ignorais. Je vous dis, n'est-ce pas, j'ai toujours eu un manque de curiosité pour les choses vers lesquelles je ne me sentais pas naturellement attiré. Donc vous saviez... Et puis j'ai aussi à vous dire que je n'étais pas le seul auteur des poètes d'aujourd'hui. Oui, Van Bever avait lui aussi une espèce de prévention contre Péguy. En tout cas, je peux vous raconter ceci, c'est qu'un jour, déjeunant avec Valérie, chez le docteur Le Savoureux, n'est-ce pas, je ne sais plus comment ça se fait, la conversation est mise sur Péguy. Et Valérie a fait comme ça, avec un jeu de répulsion. Et l'homme qui venait de parler de Péguy s'est mis à en réciter. Oui. Et Valérie a dit, si vous en faites du théâtre, alors... Oui, je crois que votre style, qui est incisif, précis, méticuleux, direct, ne peut pas s'accorder avec le sien. Cette progression massive et insistante de la pensée de Péguy, cet enroulement de la pensée qui se déroule, doit vous déplaire profondément. Je n'aime pas ça. Et je pensais que c'était cette raison qui vous avait fait l'écarter de votre choix. Cette répétition, n'est-ce pas? Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Vous savez ce que j'ai mis dans passe-temps? Le savetier de Péguy. Mais enfin, ceci n'est pas une critique littéraire. Bon, et là, enfin, c'est mon impression. Une des lacunes qui m'a gêné le plus en lisant votre anthologie, c'est cette lacune qui est représentée par l'absence de Toulet. La poésie de Toulet ne m'a jamais intéressé. Mais que lui reprochez-vous? Simplement de ne pas vous plaire. C'est de la clownerie. Je ne suis pas du tout de votre avis. Ouais. Je crois que des poèmes comme Dans Arles, où sont les Aliscans sont des poèmes dont on peut dire qu'ils sont définitifs. Au même titre que les poèmes que vous avez lus l'autre jour, les poèmes de Verlaine. Et je suis très étonné vraiment que vous ne l'ayez pas ajouté en 1928. Eh ben, quand je lis du Toulet, je le vois cité quelquefois, eh ben, j'ai gardé la même impression. C'est de l'acrobatie. Et Alfred Jarry, dont vous n'avez pas parlé. C'était pas un poète pour moi. C'est pourtant un poète. Ouais. Il n'a pas écrit que des drames, si l'on peut appeler drames du roi, mais il a écrit également les minutes de sable mémorial. Vous savez, il faut me laisser tranquille avec ça. Non, ça ne marche, je ne marche pas pour tout ça. Vous ne pressentiez pas en lui le rôle qu'il devait jouer dans la littérature contemporaine. Et du reste, vous savez, je me refuse à y souscrire. Oui, les surréalistes l'ont reconnu pour un de leurs précurseurs. Non, je ne marche pas. Et justement, j'en arrive au surréalisme. Je crois que le surréalisme ne vous a jamais intéressé. Non, ce n'est que mon avis personnel. Mais il est carré. Oui. Voilà. Enfin, vous n'avez pas voulu évoluer en poésie. Non. Et vous trouvez que le surréalisme est une mystification? Enfin, écoutez, ça ne vous touche pas. Ça ne me touche pas. Et puis, n'est-ce pas, qu'est-ce que vous voulez, je l'ai toujours dit, j'ai des partis pris auxquels je tiens. Ça ne me touche pas, ça ne m'intéresse pas, et je ne suis pas du tout l'homme de ça. Et puis, qu'est-ce que vous voulez, n'est-ce pas,
Je suis plus un jeune homme. Non, mais on peut ne plus être un jeune homme et apprécier l'évolution de la poésie. André Gide apprécie cette évolution, par exemple. Oui. Je voudrais bien savoir la sincérité d'André Gide. Non, il n'est pas question de la sincérité d'André Gide, il est question de l'évolution de la poésie. Quand j'ai déjeuné avec lui chez Madame Gould, Gide m'a dit, et devant tout le monde, je ne sais pas si je deviens un bec, mais je suis obligé de dire que je ne comprends pas un mot à tout ce qui s'écrit aujourd'hui. Oh, il y a là véritablement un mot drôle, je crois, car il comprend très bien ce qu'on écrit. C'est une réaction contre une certaine... Mais non, écoutez, je perçois très bien qu'au fond, Gide, dans le secret de lui-même, se dit. Je crois que ça l'intéresse peut-être moins. Nous n'y sommes plus. C'est tout de même lui qui a écrit ce texte qui s'appelle « Découvrons Henri Michaud ». Je suis certain, enfin certain, n'est-ce pas? Je suis certain que Gide n'en passait pas un mot. Ah, j'en suis moins certain que vous. Quand je vous ai déjà raconté qu'un jour je me trouvais il y a très longtemps, je ne sais plus, je me trouvais dans le bureau de Paulhan. Et alors on parlait d'Henri Michaud qui avait déjà publié des choses où il y avait des maisons, des fenêtres à l'envers, je ne sais plus quoi, on fait une chose à apprendre. Et moi je pouffais, n'est-ce pas? Et Paulhan me dit, mais vous savez, Léoto, que Gide admire beaucoup Michaud. Tiens, justement, Gide arrive. Il s'assied, et je lui dis, mais dites donc, on nous parle de Michaud, il paraît que vous l'admirez beaucoup. Il me dit, mais je sais pourquoi l'écrivez-vous pas comme lui? On peut admirer quelqu'un non, monsieur de Blabla. sans écrire comme lui. Vous savez, non. Vous avez admiré Vielle-et-Griffin tout à l'heure, et vous n'écrivez pas comme Vielle-et-Griffin. Vous avez admiré les images de Saint-Paul-Roux. Mais c'est un poète, Michaud. Je suis, n'est-ce pas? Je ne peux pas dire, je l'ai constaté, je le sens, je le pressens, j'en suis certain. Gide est un peu comme était Duhamel, quand il était lecteur des manuscrits, directeur de Mercredi, ne pas se faire d'ennemis. Et Gide a besoin de se faire des ennemis. Gide aime beaucoup. Il a besoin de se faire des ennemis, car le plus souvent, il s'est fait par son activité, par son action, par ses écrits. Oui, mais ça c'est autre chose. Gide est prêt à admirer le premier venu possible. Ah, je ne crois pas. Si. Je crois l'inverse. Voilà. Je crois qu'il n'a pas l'admiration très facile. Enfin, revenons à la poésie pour constater que maintenant, si vous dites beaucoup de mal de la poésie, car dans votre journal vous en dites beaucoup de mal, vous en avez tout de même pensé beaucoup de bien, et que vous le vouliez ou non, eh bien, vous êtes l'un des champions les plus écoutés encore maintenant de la poésie. Au moment où les morceaux choisis des poètes contemporains paraissaient, c'est-à-dire en 1900, vous accordiez vos soins à une autre œuvre entièrement personnelle, celle-là, et qui semblait vous tenir beaucoup plus à cœur que tout ce que vous aviez écrit jusque-là. Je veux parler du Petit Ami. Pourriez-vous me dire ce qui vous a incité à entreprendre ce livre? Il y a d'abord que j'avais un certain goût pour les créatures qui sont des peintres là-dedans. Oui. Ouais. Mais je n'ai jamais fréquenté à la rigueur. Non, mais enfin, j'allais dans les musiques quand elles regardaient, enfin, voilà. Je ne voudrais pas vous demander tout de suite quel était le sujet du Petit Ami, et c'est déjà ce sujet que vous me donnez. Je voudrais vous demander ce qui vous avait poussé, en somme, à écrire, non pas à la façon d'un journal, vos impressions personnelles. Parce que j'avais commencé par les chapitres de l'enfance. C'était donc un ouvrage autobiographique à la base. Oui, il y a une grande partie autobiographique. Oui, je vous demande cela pour préciser le genre littéraire auquel appartient le Petit Ami. J'imagine que vous n'aimez pas ce mot genre littéraire, mais enfin, on l'a appelé, quand il a paru, on l'a appelé un roman. Or, cela n'est pas un roman. Et d'autre part, vous avez souvent dit et répété que vous ne vous sentiez nullement attiré par le roman. Oui, mais c'était même un genre que vous n'aimiez pas. Quand j'ai apporté le livre au Mercure, il ne s'appelait pas comme ça. Oui. Il s'appelait Souvenirs légers. Oui, je voulais justement en arriver à ce titre qui lui-même exprime l'idée que vous avez voulu... Oui, et c'est ça le livre, Souvenirs légers, n'est-ce pas? Souvenirs, enfin, de toutes sortes. Et pourquoi ce titre l'avez-vous changé? Parce que il y a eu une réunion au Mercure avec Gourmand, Régnier et Valette, parce que ce titre ne plaisait pas à Valette. Alors il me dit, il faut trouver un autre titre. Bon,
j'étais pas très fort sur trouver des titres. Et alors Valette m'a dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe dans votre livre? Alors je lui dis, c'est un jeune homme qui est le petit ami de certaines catas. Il m'a dit, mais voilà le titre, le petit ami. Et c'est parti comme ça. Je crois que vous avez beaucoup regretté l'abandon du premier titre. Ah oui, oui. Et pourquoi n'avez-vous pas maintenu votre... Ah, parce que l'espoir tout de même... À ce moment-là, l'éditeur comptait. Vous aviez envie que le livre tout de même soit publié. Oui. Et l'opinion de Valette était importante. Ouais. Mais peut-être que Valette pensait que ses souvenirs n'étaient pas tellement légers. Pourquoi? Ou peut-être estimait-il que le mot souvenir léger D'abord, donnerait à penser que le livre n'était pas aussi sérieux qu'il aurait voulu. D'abord, Valette n'avait pas lu le livre, c'est Régnier qui l'a lu. Il a donc donné le titre avant d'avoir lu le... Il l'a lu après. Mais enfin, n'est-ce pas? Je donne le Malichot au Mercure. Régnier est le lecteur. Valette le lui donne. Régnier donne un avis favorable. Et puis voilà. Valette, lisait jamais les livres qu'il publie. En somme, alors, le petit ami a correspondu à une intention chez vous d'exprimer des impressions d'enfance, puis d'adolescents et d'hommes jeunes. Oui. Mais c'est un livre qui a été fait sans plan arrêté. J'ai commencé, n'est-ce pas, par décrire ces femmes avec qui je prétendais passer mes soirées, n'est-ce pas. Et puis après, il y a eu le chapitre sur l'enfance. Et puis, à un moment donné, je n'avais plus rien à dire quand il m'est tombé cette mirifique occasion de partir à Calais par la mort de ma tante Fanny et d'y revoir ma mère, ce qui m'a fourni la faim. Et vous n'auriez pas trouvé de faim là? Oh non. Et vous seriez resté en panne? Ah oui, certainement. Et c'est réel, quand je dis au commencement de la partie qui concerne Calais, quand je dis, c'est vraiment une chance que Fanny... Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que les critiques ont pris cette réflexion très sincère, ont pris ça pour un procédé... Mais naturellement. ...d'auteur. Mais naturellement. Un procédé de spontanéité. Mais naturellement. Et c'était, non pas un procédé, mais la vraie spontanéité. Oui. Donc, Le Petit Ami est un livre calqué sur la réalité. Oui. Cela n'est pas pour m'étonner, car vous avez toujours affiché votre incapacité à rien inventer. Oui. Et vous le dites souvent. Oui. Là, je vais vous citer encore. Je n'aime que les choses vraies et suis bien forcé de n'écrire que sur celles-ci. Une autre fois, vous dites, je suis un réaliste. Je suis dénué de toute faculté d'invention. Oui. Oui. Vous serez incapable d'inventer quoi que ce soit. Mais voilà que vous affirmez par ailleurs dans l'ensemble de pensées qui s'appelle Amour, vous affirmez, j'ai écrit Le Petit Ami pour une grande part imagination. Oui. Je voudrais vous demander d'expliquer comment vous conciliez ces deux réflexions antinomiques. Vous devriez faire la citation complète. Mais je comptais la faire car vous avez ajouté ensuite, on imagine que se comporte en soi. On les mœurs qu'il y a dans ce livre. Ce garçon qui est l'ami de cœur de femmes qui font pour ainsi dire leur tape le soir, n'est-ce pas? Eh ben, mais il y avait un peu de ça en moi, n'est-ce pas? Voilà. Alors j'ai imaginé, mais je le portais en moi. Mais alors, ça n'est pas véritablement de l'imagination. Non, on imagine que ce qui est en vous. On l'amplifie. Donc vous êtes tout de même un imaginatif, tout en disant que vous ne pouvez rien faire qui ne soit imaginé. Mais non, n'est-ce pas? Mais non, j'avais ce personnage en moi. Naturellement que je l'ai enjolivé, que je l'ai composé, mais enfin, si je l'avais pas eu en moi, je n'aurais jamais écrit ça. En somme, on peut dire que vous avez besoin d'un point de départ pris dans la réalité, oui. Et que sur cette base réelle, oui. À partir mais là, de c'est pas un point de départ pris dans la réalité, c'est un garçon qui a certains goûts en lui, n'est-ce pas? Et qui en oui, fait... mais c'est la réalité, puisque ces goûts en lui, ce sont les goûts en vous, en somme. Oui. Donc, à partir de cette réalité, votre esprit se met en mouvement et, à ce moment-là, est capable d'imaginer d'autres sentiments qui ne sont plus exactement les siens et d'autres circonstances qui ne sont plus exactement celles dans lesquelles il a vécu. Peut-être, oui. Alors, si vous admettez cette explication, enfin, du point de départ dans les réalités de l'imagination qui brode, pourriez-vous dire, dans Le Petit Ami, la part qui revient à la réalité et celle qui revient à l'imagination? Mais il n'y a d'imagination, et encore mince, que ce qui concerne les femmes. L'enfance n'est pas imaginée. Les pages sur la rencontre de la mère à Calais ne sont pas imaginées, elles sont vraies et pas complètes du reste. Oui. Voilà, je vous l'ai toujours dit, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi à cette époque-là, je n'avais probablement pas encore ce goût très fort pour la vérité. Le chapitre de la mère, il y manque les choses essentielles. Du reste, je le dis à la fin du livre, je le referai peut-être un jour en 50 pages. Tout ce que vous dites est arrivé, mais vous ne dites pas tout ce qui est arrivé. Non. Voilà.
C'est une abstention, en somme. Eh non, je n'avais pas le... Il y avait des choses qui me paraissaient... Inintéressantes. Pas à dire. Mais pas à dire sur quel plan? Pas à dire parce que c'était terrible pour la mère. Et vous avez donc obéi à ce moment-là à un scrupule de décence. Je me suis dit, je vais mettre à côté de choses qui ont un ton de fantaisie, n'est-ce pas? Je vais mettre des choses dures. Quand vous dites par exemple que l'idée d'écrire cet ouvrage vous est venue un soir dans un music-hall, est-ce que là vous exprimez ce qui est arrivé réellement? Oui. Je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Vous alliez dans ces music-halls. J'allais au Philibert, j'allais au Casino de Paris. Au jardin de Paris. Oui. L'atmosphère, et puis voir les femmes, enfin, voilà. Donc là, ce point de départ correspond exactement à la réalité. Oui. Mais je vais prendre un autre épisode de votre ouvrage, l'épisode que vous appelez celui de la perruche. Oui. Vous racontez d'une façon, je veux dire, très émouvante, votre liaison avec une jeune fille de mœurs légères, d'une jeune femme. Oui. Et vous racontez comment elle est tombée malade, comment vous êtes allé chez elle la soigner, avec beaucoup de dévouement d'ailleurs, et ensuite comment vous l'avez transportée à l'hôpital où elle est morte. Oui. Je voudrais savoir si dans cet épisode tout est invention, s'il y a une base... Non, il y a une partie réelle, la maladie, l'hôpital, les soins, etc. Et puis alors, l'histoire de la mort est inventée. Le personnage de la jeune femme, vous l'avez connu. Oui. Vous avez en somme calqué exactement vos descriptions sur ce... Oui, il n'y a que le chapitre de la mort qui du reste est une idée psychoplèque, n'est-ce pas? Tout le chapitre de la mort est inventé. Et cet apitoiement que vous aviez à l'égard de cette fille, était-il inventé? Non. Il était réel? Ah oui. Donc vous imaginiez vraiment ce que vous portiez en vous? Oui. C'est-à-dire une forme de compassion. L'apitoiement pour la malade. Pour la malade? Pas de la mort. Non, je pense bien. C'est de la clownerie, ça. Et quand vous allez ensuite au cimetière, que vous vous inclinez... Oh, je suis jamais allé. Elle n'est pas morte, je vous dis. Oui, mais vous étiez déjà allé souvent sur des tombes et ce sont exactement des impressions, vos impressions que vous avez retranscrites. Car vous aviez le goût de ces sortes de pèlerinages. Oui, tout ça. J'aimerais savoir, car un auteur met beaucoup dans ses épigraphes, j'aimerais savoir ce qui vous a inspiré les différentes épigraphes que vous avez apposées en tête des différents chapitres du Petit Ami. Si vous le voulez bien, nous allons les passer en revue. Vous dites... Plus exactement, vous citez sur la page de titre une phrase de Stendhal. L'extrême des passions est niais à noter. Pourriez-vous m'expliquer quel sens vous donnez exactement à cette épigraphe? Il ne faut pas déclamer, il ne faut pas être romantique, il ne faut pas exagérer, et même les passions les plus fortes, il faut les prendre avec scepticisme. Vous pensez donc n'avoir pas noté l'extrême des passions dans votre livre? Non, puisque il est ironique d'un commencement à la fin. Vous avez pourtant noté des passions assez extrêmes, si je peux... Non, mais il n'y a pas de grand cri, il n'y a pas de cri de désespoir, il n'y a pas... Je trouve qu'il y a des cris qui sont exprimés avec beaucoup de douceur, mais qu'il y a des cris avec beaucoup de discrétion. Non. Si le sentiment que vous exprimez vis-à-vis de votre mère est tout de même un sentiment très extrême... Oui, mais il n'est pas exprimé avec une adoration, avec panache, enfin. Non, vous vous en défendez d'ailleurs de ce panache. Mais vous le notez tout de même avec beaucoup de précision, beaucoup de minutie, avec un soin qui laisse sous-entendre une sorte de passion contenue. On peut prendre un écrivain qui a décrit la mort de son père. C'est Jules Vallès, n'est-ce pas? Eh bien, lui, il a pris ça au tragique. Moi, la mort de mon père ne m'a inspiré que sarcasme. Mais vous dites alors, c'est ça les grands cris. C'est ça l'extrême des passions est niais à noter. Alors, je comprends que vous disiez les passions extrêmes sont niaises, mais que vous disiez que elles soient niaises quand on les note. Je ne vois pas pourquoi, car tout ce qui est extrême est intéressant. Non. D'abord, n'est-ce pas, il ne s'agit pas de passion extrême. Il s'agit de l'extrême des passions. Ça fait deux, ça. C'est vraiment deux. J'aimerais que vous précisiez la différence que vous faites entre l'extrême des passions et les passions extrêmes. Eh bien, l'extrême des passions, vous n'avez jamais eu une vieille maîtresse de Barbès-d'Aurevilly. Vous trouverez là l'extrême des passions, c'est-à-dire Hermengarde, la langue, la nuit, des appels, n'est-ce pas? Toute la lyre, c'est ça l'extrême des passions, n'est-ce pas?
Les gens qui se tuent, par exemple, voilà l'extrême des passions, n'est-ce Et pas? les passions extrêmes. Hein? Et les passions extrêmes. Je ne alors sais pas ce que c'est que les passions extrêmes. Si vous aviez la correspondance de Stendhal, vous y trouveriez tous les billets qu'il a écrits à cette femme qu'il adorait. Il n'y a jamais d'extrême des passions. Quand il lui dit « Tous nos désaccords viennent de ta voiture ». Voilà. Mais quand vous dites l'extrême des passions, il n'y a à noter quand ce sont ses propres passions. Mais non! Si. Oui! C'est cela que vous voulez Oui. exprimer. Oui! Et moi, je voudrais exprimer une autre idée qui est celle-ci. Il n'est pas niais d'exprimer, de noter l'extrême des passions des autres. Il est même fort intéressant de le n'est-ce noter. pas, nous sommes ici en matière d'autobiographie, n'est-ce pas? Je suis incapable de parler sur les ouvrages d'invention. Vous avouerez que, enfin, un homme sensé, un homme sage, un homme qui a un peu de cerveau, il ne prend jamais rien au tragique. Voilà. Enfin, puisque tout est autobiographique dans ce livre et par conséquent dans les épigraphes, la seconde épigraphe, qui est ainsi rédigée, il n'y a dans la vie que des commencements, doit donc s'appliquer exactement à votre vie. Mais non, à tout! On peut dire que dans toute la vie, il n'y a que des commencements. Oui, mais vous rapportez cela au cadre de votre vie, puisque, comme vous venez de me le préciser, vous ne vous inquiétez pas des autres, mais de vous-même. Ah oui, mais enfin, n'est-ce pas, on peut tout de même avoir un goût, une approbation pour certains mots émis par des gens. De qui est cette épigraphe? De Madame de Staël. Oui, eh ben voilà. Quand j'ai lu ça pour la première fois, je disais pourtant, il n'y a dans la vie que des commencements. Et que voulez-vous exprimer par là? Que le commencement d'une vie est ce qui importe le plus dans le développement de cette Non, vie? il n'y a dans la vie des commencements. Voilà. Chaque jour apporte un renouveau complet. Oui, que rien de dur, il n'y a dans la vie des Qu'aujourd'hui commencements. efface hier. Hein? Qu'aujourd'hui efface hier. Et permet une récréation de soi qui est continue. C'est ça que vous voulez exprimer. Non. Il n'y a que des commencements parce qu'il n'y a qu'un laps de temps où on est sensible à ce qui arrive. Et puis après. Et vous pensez qu'on ne réalise pas? Alors s'il n'y a que des commencements, c'est qu'on ne réalise jamais. Mais non, c'est pas de réaliser. C'est le goût qui s'éteint, c'est le charme qui s'en va. Ça se peut dire de l'amour. Il n'y a dans l'amour que des commencements. Il n'y a que le désir, en somme. Oui, Dès qu'il y a commencement de réalisation, il y a déjà une insatisfaction. oui. En somme, c'est une Ça réflexion s'use. assez désabusée que vous mettez en tête de ce livre. Oui, ça s'use. Et l'épigraphe du chapitre 2 est ainsi conçue. De toutes les infirmités humaines, la plus triste, c'est le sommeil de l'âme. Ah oui, Et vous dites, c'est un proverbe. ouais, c'est la première. Je pense que vous avez voulu être ironique. Non, les gens qui cessent d'être capables d'émotion, d'être capables de rêverie, de tout ce qu'on peut appeler les choses de l'âme, quoique ce mot est ridicule. Il y a des gens qui n'ont pas d'âme. Mais si vous trouvez ce mot ridicule, comment dites-vous, il y a des gens qui n'ont pas d'âme. Alors qu'appelez-vous âme? Je vous dis, la capacité d'être ému, la capacité d'être touché par des choses, la capacité de se complaire à y rêver, un certain domaine. Vous devez bien comprendre ce que je veux dire. Mais ce qui m'étonne, Il c'est y a que... des gens qui n'ont pas de vie intérieure. Oui, mais vous expliquez justement cela par cette épigraphe, en tête d'un chapitre où vous ne parlez que de mœurs très légères et des jeunes femmes avec qui vous passez des heures très agréables, sans complications, sentimentales, Oui, dans mais une enfin, camaraderie sensuelle, oui, mais enfin, et justement en donnant très peu de part à ce que vous appelez l'âme. Mais pas du tout. Non, alors j'ai vu une ironie. Non. J'ai vu une ironie dans cette épigraphe Non. en tête. Non. La troisième épigraphe, je crois que là, il faut y voir de l'ironie. Elle est ainsi rédigée. Mon Dieu, que cet enfant est donc désagréable. Oui. Et c'était votre mère qui disait Oui. cela. Alors, je me demande comment votre mère, qui vous a abandonné au bout de 3 jours et qui vous a vu quelques heures en l'espace de 29 ans, a pu porter sur vous un tel jugement. Quand elle venait, je vous l'ai déjà dit, elle venait en général une fois par an à Paris, puisqu'elle était attachée des théâtres de province. Et alors, ma vieille bonne me disait, tu sais, demain, ta mère arrive à Paris. C'était pour moi un supplice. Cette femme que je ne connaissais pas, qui m'intimidait. Alors, n'est-ce pas, elle arrivait, alors elle me parlait, et moi,